Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Nous n'allions pas vous abandonner pour une pause estivale sans vous proposer un épisode très particulier. Il s'agit de l'enregistrement d'un séminaire sur le droit du numérique, organisé par 2 enseignants-chercheurs de l'Université de Bretagne occidentale que vous avez eu l'occasion d'entendre ici même. Valère Ndior dans l'épisode 7 sur la régulation des plateformes et Pierre Bordet dans l'épisode 20 sur la blockchain. Le titre en est « Des NFT au métaverse, le web 3.0 appréhendé par le droit ». Et c'est l'occasion pour les intervenants de faire dégonfler un peu les buzzwords qui le composent. Vous entendrez Aurore Géraud, chercheuse senior à l'atelier BNP Paribas, Emmanuel Netter, professeur de droit privé à l'Université d'Avignon, et Marc-Antoine Ledieu, avocat associé au barreau de Paris, qui lui aussi est intervenu dans le podcast, épisode 23, l'X et phylactère, le droit du numérique expliqué en BD, ainsi que votre serviteur pour la cantine numérique de Brest. L'enregistrement est bien plus long que d'habitude, mais c'est pour mieux en profiter en attendant notre retour à la rentrée. Bonne écoute et bon été. Donc, je me présente, je m'appelle Valère Ndior, je suis professeur de droit public à l'Université de Bretagne occidentale. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette conférence en ligne que je co-organise avec Pierre Bordet, qui est enseignant contractuel dans cette même institution, que nous avons intitulée « Des NFT au métaverse, le web 3.0 appréhendé par le droit ». Déjà, un titre qui est peut-être une provocation. Je vais me limiter à quelques éléments sur l'organisation de la conférence et ensuite je passerai la parole à Pierre pour qu'il puisse vous en dire un peu plus. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une conférence qui a une vocation juridique à la base. Il s'agit d'une conférence qui est co-organisée par le LabLex, qui est le laboratoire de recherche en droit de l'UBO, en partenariat avec la cantine numérique de Brest, Anne Darlvraz. Mais l'idée, c'était aussi que nous puissions débattre avec des personnes qui ne sont pas juristes ou qui ne sont pas universitaires, et vous aurez l'occasion de le constater assez rapidement durant les débats. Avant que je passe la parole à mon co-organisateur, 2-3 mots très brefs de remerciement à destination du LabLex, de la cantine numérique et de notre gestionnaire administratif, Séverine Nardi, qui nous a aidé à organiser cette visioconférence. Et une autre remarque, en ce qui concerne les questions et les remarques que vous pourriez avoir, vous avez constaté que pour l'instant, a priori, vous ne pouvez pas activer ni vos micros ni vos caméras, mais n'hésitez pas à vous manifester dans la fenêtre de discussion. Vous pouvez écrire vos remarques ou vos questions, et soit les intervenants et intervenantes qui réagiront en temps réel, soit nous allons les noter dans un coin et nous les transmettrons à la fin de la conférence. On a prévu un temps de discussion de l'ordre de 20 minutes, grosso modo. Voilà. Et sur ce, je passe la parole à Pierre Bordet. Merci Valère. Alors, comme l'a expliqué mon collègue, le professeur Ndior, je suis enseignant-chercheur contractuel à l'Université de Bretagne occidentale et je travaille sur les thématiques numériques et plus particulièrement la question des crypto-monnaies et de la blockchain. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera de NFT notamment. S'agissant de ce webinaire, il a donc été sobrement intitulé « Des NFT au métavers, le web 3.0 appréhendé par le droit ». Et il a pour objectif d'identifier et d'appréhender les différentes manifestations du numérique. Somme toute approche assez classique, mais l'intitulé du webinaire en mentionne justement 3 de ces manifestations. Les NFT, le métavers et le web 3.0, tout en sous-entendant que les 2 premiers sont des composantes du 3e. On en rediscutera. Et chacune de ces manifestations fera l'objet d'une discussion spécifique entre intervenants afin de confronter le discours sur ces objets avec la réalité, notamment la réalité juridique. Avant d'entamer les débats, quelques mots tout d'abord sur ces 3 objets. Commençons par les NFT. Donc, les NFT sont sur toutes les lèvres depuis maintenant 2 ans, en raison essentiellement des ventes d'à plusieurs millions de dollars de ces fameuses œuvres numériques, représentant notamment des singes habillés de façon colorée. On y reviendra aussi certainement. Mais les NFT sont en réalité un peu plus que cela. Il s'agit d'une des utilisations de la blockchain qui permet de créer ce que l'on appelle de la rareté numérique, mais également de revenir sur la notion de propriété numérique. Autre objet dont nous entendons parler régulièrement ces derniers temps, le métavers. Le métavers ou les métavers
on en discutera aussi, eh bien, popularisé par le groupe Facebook devenu Meta, on le conceptualise généralement comme un monde virtuel où nous ferons évoluer nos avatars afin de vivre une seconde vie virtuelle. Le métavers fait partie de ces sujets très clivants, à en croire les réactions à l'entretien d'embauche organisé par le groupe Carrefour, eh bien, dans justement un métavers. Certains y voient une véritable révolution digne des plus grands films de science-fiction. Pour ceux qui ont vu Ready Player One, vous comprenez. D'autres, un énième coup marketing des géants du numérique. Mais pas de spoil, je vous laisse découvrir le positionnement de nos intervenants sur ce sujet qui commence déjà à rigoler en entendant le mot métavers. Et dans tout ça, qu'en est-il du Web 3.0 ? Alors, je ne vais bien évidemment pas le définir tout de suite, ce sera l'objet de nos discussions. En revanche, un bref historique s'impose. Si l'on parle de Web 3.0, c'est parce qu'il s'agirait de la troisième itération d'Internet. Le Web 1.0 représente le Web statique, où les utilisateurs sont limités à une simple consultation des données en ligne. Le Web 2.0 serait donc le Web participatif, où les utilisateurs partagent du contenu et le modifient. Sont nées avec ce dernier, avec ce Web 2.0, sont nées des problématiques juridiques bien connues, telles que la responsabilité des plateformes en ligne, en raison notamment du contenu téléversé par les utilisateurs, ou encore la protection des données personnelles. Le Web 2.0 est un web qui est souvent dit centralisé aux mains des géants du numérique, dont il faudrait contrôler l'action. Ce web a beaucoup évolué. Il est difficile de dire aujourd'hui si nous sommes en présence d'un web 2.5 ou si nous sommes d'ores et déjà en présence justement du fameux web 3.0 et les futures discussions nous en diront plus. Et je redonne la parole à mon collègue, professeur Ndior, pour introduire la partie. Alors, on me signale qu'il y a peut-être un problème d'affichage. On ne me voit pas quand je parle parce que tu es identifié comme il faudrait mettre en galerie. Il faudrait mettre en galerie, ouais. Et a priori, ça c'est arrive ici. En galerie. Ça devrait régler le problème. Est-ce que vous nous voyez en galerie ? C'est bon. Voilà. Parfait. Bon, vous avez été privé de mon visage, je suis désolé. Ce n'est pas très gênant. Donc, pour mener ces discussions, nous sommes extrêmement bien entourés. Je vais brièvement présenter chacun des intervenants et intervenantes. Et évidemment, ceux-ci sont invités à ne pas hésiter à se présenter davantage au moment où ils seront amenés à prendre la parole. Alors, tout d'abord, le président de la cantine numérique de Brest, avec lequel nous avons le plaisir d'organiser et de co-animer cette conférence, Josquin de Base. Voilà, vous le connaissez peut-être en tant qu'animateur extrêmement actif de podcast en matière du numérique. Et donc, si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous invite, dès que cette conférence sera finie, à aller écouter tous les podcasts qu'il a animés avec brio au cours des dernières années. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir de nos côtés Aurore Géraud, qui est chercheuse senior à l'atelier BNP Paribas, qui connaît aussi bien le monde des podcasts. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons découvert son expertise en la matière et qui s'intéresse évidemment à tous ces phénomènes sur lesquels elle a d'ailleurs produit un certain nombre de rapports. Bonjour. Bonjour. Nous avons ensuite Maître Marc-Antoine Ledieu, qui est avocat associé au barreau de Paris, qui est également blogueur, je pense, si on peut vous définir ainsi, qui est également un habitué des podcasts. Vous êtes très, très actif en la matière, en matière numérique. Vous avez un vrai sens de la pédagogie en la matière. Et je crois que vous vous intéressez particulièrement à tous ces phénomènes assimilés au 3.0, notamment les NFT. Et donc voilà, on sera ravis d'avoir votre point de vue de praticien sur ces questions. Et pour finir, on ne le présente plus, le professeur Emmanuel Letter, professeur de droit privé à l'Université d'Avignon. Nous avons tellement travaillé ensemble que les gens se demandent si nous ne faisons pas partie finalement de la même famille, et qui nous apportera un point de vue académique sur un certain nombre de questions qui l'intéressent aussi bien en tant que geek qu'en tant qu'enseignant-chercheur depuis, je pense, désormais une dizaine d'années. Voilà pour la présentation de ces intervenants et intervenantes qu'on remercie pour leur temps et surtout pour leur esprit de synthèse dans les réponses qu'ils nous apporteront au cours de ce débat. Des menaces, voilà. Des menaces. Ce ne sont pas des menaces, elles sont à peine voilées. Voilà. Pierre, je te donne la parole. Je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par parler du Web 3.0. Dans un deuxième temps, on parlera des métavers. Dans un troisième temps, des NFT. S'agissant du Web 3.0, avant de poser ma première question, il est important de souligner que le terme de Web 3.0 ne date pas d'hier. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on en parle, sans savoir exactement ce que c'est. Beaucoup de personnes mentionnent plusieurs exemples, en termes des objets, des formes de décentralisation. On aura l'occasion d'en discuter. D'où ma première question, qui est une question double. Ce serait de savoir quels sont les divers discours déjà que vous avez pu
auxquels vous avez pu être confrontés sur ce sujet. Comment avez-vous trouvé ces discours? Est-ce que vous les avez trouvés cohérents, justes, mesurés? Et évidemment, question très générale pour commencer, comment est-ce que vous appréhendez ce concept de Web 3.0? Alors, éventuellement, sauf si quelqu'un veut prendre la parole en premier, mais sinon, Aurore Géraud peut peut-être présenter son point de vue sur cette question si elle le souhaite, pour commencer. Alors, je peux commencer. Le Web 3.0, le Web 3, ça dépend qui le dit. Je pense qu'on peut même grouper Metaverse, Web3 et NFT. D'un point de vue public, c'est des termes qui sont extrêmement gênants. On regarde qu'il y a énormément d'études qui montrent que les gens ont peur, en fait, de ces termes, parce qu'il y a une totale incompréhension de ce que c'est, de ce qu'est la technologie derrière, de comment ça fonctionne. On a, après, en termes vraiment simples, c'est simplement la suite logique, j'ai envie de dire, des sites web qu'on connaît actuellement. Et on parle aujourd'hui de droit, finalement, c'est une adaptation, j'ai envie de dire, une volonté, ce Web 3, des individus de reprendre le contrôle sur la propriété de leurs données. Donc, finalement, c'est une réponse, j'ai envie de dire, technologique des individus, en fait, à ce qu'on a pu voir des dernières années sur Internet. Ce point de vue est contesté, manifestement. Un autre intervenant. D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Sinon, j'avais une sous-question, mais est-ce qu'un autre intervenant souhaite répondre directement? Marc-Antoine a ouvert le micro. Je sais pas si, Alors, en fait, moi, ces aspects très conceptuels, 3.0 machin, franchement, moi, je suis un praticien, donc je bosse pour l'industrie du numérique de manière large, et j'ai pas un seul de mes clients qui me parle du Web 3.0. Pour moi, c'est l'inconnu, c'est une énigme complète. Je vois évoluer les services, les pratiques, les machins, mais moi, le Web 3.0, j'en ai juste aucune idée. Dans ce contexte, le marketing, chez les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui l'utilisent, le terme de Web 3.0. Comment est-ce que ce terme est perçu? Parce que vous dites que vous en entendez pas parler effectivement dans ces relations avec les clients, mais c'est un terme qui est de plus en plus utilisé comme vitrine publicitaire des entreprises. Du coup, comment ça se concilie, ces deux approches? Côté pratique, moi, je vois évoluer la nature des services web principalement. Enfin, quand on parle bien de services web, c'est-à-dire des services qui vont être rendus via des sites web. Là, je vois une complexité très nette. Là, je sais que j'ai un client qui est en train, pour vous donner un aperçu de ce que je vois passer en ce moment, j'ai un client qui est en train de faire un service où lorsqu'on est annonceur en termes de publicité et que on a des clients qui vont sur des grands opérateurs type Facebook, machin, on crée en tampon ce qu'on appelle des landing pages, c'est-à-dire une sorte de page web intermédiaire qui permet à l'annonceur, qui est également le vendeur sur un service web, de chanter l'opérateur principal, par exemple Google ou Facebook, pour que, ces produits apparaissent comme plus mis en valeur sur en fait donc une page web qu'il va générer via un prestataire dans ses métiers puisqu'ils ont une relation contractuelle, et en plus ça va lui permettre comme ça de récupérer une partie de la publicité que normalement est encaissé par l'opérateur qui va présenter le service, donc Google, Facebook, machin. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, ce type de service, alors qui deviennent techniquement de plus en plus compliqués, je ne comprends pas toujours, mais ce qui est très clair, c'est que maintenant, on n'a plus genre le web, c'est comme ça pendant 10 ans. On a des services tout à fait innovants, avec des développements en temps réel, où en fait, là, je sais que le service auquel je pense, dont je suis malheureusement obligé de taire le nom, bien sûr, pour des raisons de secret professionnel, ça fait 3 mois qu'ils sont lancés, ils en sont à la 3e version. Je te fais un cookie, tiens, je vais te faire du fingerprinting, tiens, je vais faire un peu de machin. Donc, moi, j'ai pas le discours marketing de la part d'aucun de mes clients. Par contre, je vois la réalité derrière du service web et ça devient de plus en plus agile quand il s'agit pour des opérateurs, des marchands, des e-commerçants, d'arriver à capturer une forme d'audience en essayant, alors ça c'est la tendance que je vois se généraliser, en essayant de sortir des griffes, entre guillemets, des très gros opérateurs qui sont les GAFAM. Ça par contre, pour moi, aujourd'hui, c'est une réalité. Après, qu'on m'appelle ça Web 3.0, Web 2.0, on l'écrit nulle part, personne n'en parle et chacun
chacun essaie en fait de s'adapter. Non, mais vous allez voir la technicité du truc, c'est qu'on en est à un point où contractuellement, aujourd'hui, on écrit que, et je remercie encore la réforme de 2016 du droit des contrats et d'imprévision, pour des clients, maintenant, je mets systématiquement une clause d'imprévision pour le cas où une plateforme, bon, au hasard, un GAFAM, changerait ses conditions techniques ou juridiques d'opération. Eh bien, nous, opérateurs, par exemple, quand on va créer une landing page intermédiaire pour mieux toucher le user, eh bien, nous, on va se réfugier derrière 1195 du Code civil, donc le changement de circonstances imprévisibles, et on l'écrit comme ça, et on se dit, bah, si nous change quelque chose, soit on rediscute le prix du contrat, soit on jette l'éponge, on se donne un délai d'un mois, 30 jours, machin, on renégocie ou on jette l'éponge. Donc aujourd'hui, le simple changement technique dans le rendu d'un service ou les changements de circonstances juridiques, genre tu as le droit de piocher dans ma base de données ou tu n'as pas le droit, aujourd'hui devient une cause de résiliation du contrat d'accord des deux parties. D'accord. Donc on en revient sur. Alors je vois si Jean voulait réintervenir. Après, mais du coup, on est vraiment sur cette mouvance de reprise du pouvoir. Mais quand beaucoup de personnes parlent du Web 3.0, ils parlent essentiellement du Web 3.0 pour que les utilisateurs puissent reprendre le pouvoir. C'est un peu le slogan marketing du côté des promoteurs du Web 3.0. Mais là, de ce que j'entends, c'est plus la reprise du pouvoir des entreprises qui ne sont pas les GAFAM. C'est plus dans ce sens-là que je l'entends. Moi, c'est ça que je vois passer. Moi, je fais surtout du B2B, donc je suis moins impacté par le discours des e-marchands vis-à-vis des consommateurs ou des utilisateurs que nous sommes tous. Ça, je vois pas trop ce discours. Moi, je vois la manière dont les business sont en train de se créer, de se développer, de se modifier de manière de plus en plus rapide, en fait. D'accord. D'un point de vue marketing, on voit aussi que le Web 3.0, c'est utilisé pour dire qu'on utilise des NFT. Il faut aussi être particulièrement honnête. Les marques disent ça. C'est concrètement le Web 3.0. On s'appuie sur la blockchain pour vous offrir des nouvelles choses. C'est des NFT. C'est égal les NFT, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. J'avais cru constater ça aussi. Mais bon, on en reparlera des NFT effectivement dans la troisième phase qui donnera l'occasion de revenir sur leur utilisation dans le Web 3.0. Mais du coup, en revanche, au lieu de parler NFT, on peut parler du coup blockchain. Et avant de parler blockchain, on peut parler peut-être même décentralisation. C'est-à-dire beaucoup, peut-être même, je pense, les trois quarts des promoteurs, en tout cas de ce que j'ai lu, des trois quarts des promoteurs du Web 3.0, ce sont des promoteurs de la décentralisation. Parce que pour l'instant, ce n'est pas de ce dont nous avons parlé. C'est pas ce que j'entends pour l'instant. On parle pas du tout de décentralisation, on parle de reprise du contrôle, ou alors est-ce qu'on peut parler de décentralisation avec ce qui est en train de se passer justement, que ce soit du point de vue des professionnels ou des utilisateurs. On pourra reparler des données personnelles après, éventuellement. Peut-être question plus précise. En matière effectivement de décentralisation. Ah, pardon, oui. Oui, pardon, je croyais avoir retenu que je parlais en dernier sur ce thème, c'est pour ça que j'étais bien sage et discipliné. Mais effectivement, moi, je vais parler de décentralisation, donc j'en profite, ça se présente bien par rapport au fil de la discussion. Bon, on a déjà entendu énormément de définitions du Web 3 depuis 5 minutes qu'on a commencé et qui sont relativement incompatibles, en tout cas assez étrangères les unes aux autres. Dire que le Web 3, c'est l'Internet des objets, c'est pas la même chose que de dire qu'on veut reprendre le contrôle de ses données personnelles. C'est pas la même chose de dire qu'on va faire de la blockchain. C'est pas la même chose que de dire qu'on va faire du métavers. Or, on entend tout ça quand il est question du Web 3, ce qui prouve que personne ne sait vraiment de quoi on parle. Je suis allé regarder sur la page Wikipédia de Web 3, parce qu'il en existe une, et que je trouve que c'est intéressant quand il y a un concept, en réalité, qui a un pur consensus au sein d'une communauté, d'aller regarder ce que dit la page Wikipédia. Attendez, j'ai un retour là tout à coup Voilà, ça, je crois que c'est terminé. Sur la page Wikipédia du Web 3, donc finalement, les administrateurs de Wikipédia et ceux qui écrivent ces pages ont trouvé que le consensus actuel était le suivant. Bon, déjà, ils rappellent qu'à une époque, le Web 3, c'était une expression utilisée par Tim Berners-Lee, qui est quand même l'inventeur du Web 1, et qui pensait que ça allait être un web plus sémantique, où on allait enrichir toutes les pages web de beaucoup plus de métadonnées pour avoir des agents intelligents, des automates qui arriveraient à se déplacer au sein de cette masse d'informations différemment. Et on serait passé de l'époque du lien hypertexte qu'a inventé Tim Berners-Lee, entre autres, où c'est l'humain qui clique et qui circule, à des contenus qui sont visités par des agents informationnels. Je crois que l'idée est extrêmement intéressante, mais elle n'a pas percé. Aujourd'hui, la définition qui est proposée du Web 3, elle est reprise de Gavin Wood, qui est le cofondateur d'Ethereum et le fondateur de Polkadot, comme un écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain. Donc tout à fait en lien avec ce que disait Pierre. L'idée de décentralisation.
Alors, quelques observations rapides, si je peux, sur cette idée de décentralisation. Même à l'intérieur de la décentralisation, il peut y avoir beaucoup de quiproquos. Quand on essaie de décentraliser, c'est par rapport à quelqu'un qui serait au centre, actuellement, n'est-ce pas? Or, j'ai l'impression que dans les discours que j'entends, ça ne sont pas toujours les mêmes acteurs qui sont au centre. On a entendu parler d'une envie de se décentrer par rapport aux GAFAM. C'est vrai que c'est quelque chose que je lis parfois sur le Web3, ce serait décentraliser pour contourner ces trop gros acteurs qui seraient devenus toxiques pour l'innovation en ligne et puis pour les droits des utilisateurs. Mais en réalité, ensuite, quand on va regarder quelle est l'idéologie et le discours dans le milieu crypto, le milieu blockchain, souvent, ce n'est pas tellement les GAFAM qu'on essaie de contourner, à mon sens. Celui qu'on essaie de contourner, à l'évidence, pour moi, c'est l'État. Et ce sont aussi des émanations plus ou moins directes de l'État, à savoir les notaires, les banques, toutes sortes d'agents du système juridique classique. Et finalement, la décentralisation, c'est souvent l'idée qu'on va pouvoir se passer de ces acteurs-là. Et donc, vous voyez bien que quand il s'agit de se passer des banques ou quand il s'agit de se passer de Google, là encore, c'est pas du tout le même projet, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes produits. Donc, de quoi parle-t-on exactement? Je pense que pour l'instant, le Web3 est une notion qui nous a davantage desservi qu'elle ne nous a aidé à y voir plus clair. Merci d'intervenir avant que je repasse sur un sujet annexe. Parce que sur ces questions en fait, de Web3 qui serait le web décentralisé, le concept de décentralisation, effectivement, bon, il peut être flou, mais à mon sens, c'est lié à la question essentiellement de la gestion des données et de leur interopérabilité, dans le sens où, en fait, quel que soit le point de vue où on va se placer, je vous demanderai votre avis sur cette question. C'est qu'en réalité, on parle des objets connectés. Internet des objets, c'est Web 3.0. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on veut connecter des objets du monde réel via Internet pour pouvoir personnaliser systématiquement l'intégralité des zones de notre vie. Ensuite, on va penser à la blockchain. Pourquoi? Parce que ça permet, en tout cas en théorie, de reprendre le contrôle sur nos données et grâce à la propriété numérique et les NFT dont on reparlera, eh bien, de pouvoir avoir de la propriété numérique, on peut créer des œuvres sur lesquelles on peut avoir un pouvoir supérieur de propriété, etc. Et donc, en fait, c'est en fait simplement pour moi un ensemble d'outils, le Web 3.0, qui s'accumulent pour pouvoir, dans l'idée toujours, garder le contrôle de la donnée. Et là, j'aborderai une autre thématique qui est en fait liée à tout ça, c'est celle de l'identité numérique. On parle beaucoup de ça quand on parle de Web 3.0. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette thématique, mais l'identité numérique, c'est vraiment le cœur, ou en tout cas la thématique la plus récente qui est abordée à mon sens s'agissant du Web 3.0. On va vouloir faire en sorte, notamment grâce à la blockchain, de faire en sorte qu'une personne puisse s'identifier, notamment sans devoir fournir toutes les 4 secondes 14 justificatifs. C'est-à-dire, je me connecte avec mon compte, reçois mon wallet crypto-monnaie, ou alors le congrès des notaires pensait à installer une puce sur les cartes d'identité pour pouvoir justement mettre la signature électronique qualifiée dessus, pour pouvoir s'identifier automatiquement grâce à cette carte d'identité. Donc, typiquement, est-ce que ce serait pas ça aussi, une itération du Web 3.0 qui justifierait pour le coup vraiment une règle? Là, on peut partir sur la réglementation. Une réglementation assez poussée. Enfin, une nouvelle manière de penser la réglementation. Où là, pour le coup, je pense également, je terminerai là-dessus, sur les procédures de KYC, qui en fait serait potentiellement. Expliquer ce que c'est KYC pour ceux qui ne connaissent pas. Know Your Customer, donc cette idée selon laquelle toutes les plateformes doivent pouvoir identifier à tout moment un utilisateur, donc on doit fournir des informations, notamment on doit scanner notre passeport ou notre carte d'identité pour prouver notre identité. Ce qui ne serait plus le cas avec l'identité numérique, mais qui présente également beaucoup d'autres dangers. Notamment, je suis pensé au fait, si je me fais voler ma carte d'identité avec ma puce électronique à l'intérieur, c'est plus grave. Ce qui est déjà très grave de me faire voler ma carte d'identité, mais c'est encore plus grave si je me fais voler ma carte d'identité électronique, à mon sens. Qu'en pensez-vous sur cette thématique de l'identité numérique? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ou est-ce que c'est encore un énième gadget du Web 3.0? D'abord, il y a un projet de l'Union européenne quand même qui est sorti il y a alors cette année ou l'année dernière, mais qui est tout récent, qui est la refonte complète du règlement EDAS et qui vise à créer pour les 27 États membres
et les citoyens des 27 et même les résidents de l'UE, hein, si je m'en souviens bien. Et le concept est de reprendre ce qu'a fait l'Estonie depuis quelques années déjà, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un moyen d'authentification et d'identification, puisque là, il faut combiner les deux. On s'identifie quand on est une personne physique et on s'authentifie via un terminal. Hein. Donc là, et les banques savent très bien de quoi je parle, puisqu'à un moment, OK, on s'identifie, on authentifie son terminal, mais il faut être sûr que ce soit la bonne personne derrière. Donc, on va jongler sur les deux notions. Et l'idée de l'Union européenne, alors là, aux dernières nouvelles, on est parti sur quelque chose qui atterrirait vers 2025. Donc, une réforme complète de EDAS, si j'ai bien compris, parce qu'il y a une boîte à outils qui doit être bouclée d'ici la fin de l'année. Enfin, ça va être un chantier qui est compliqué pour l'UE, mais l'idée est la suivante. Effectivement, chacun des citoyens et résidents de l'UE aurait son identité numérique avec un titre numérique qui permettrait non seulement de s'authentifier, mais surtout de s'identifier de manière facile et d'accord entre les 27 États membres, ce qui créerait un très grand marché de l'identité numérique qui nous simplifierait quand même beaucoup la vie. Oui. Oui à moi. Oui, tout à fait. Parce que le signe de tête, quand il est dirigé vers le métavers, est plus équivoque que lorsqu'on est face à face. Simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Marc-Antoine Ledieu, effectivement, ce projet eIDAS 2, il est précisément, dans ce que j'en ai compris, il est structuré autour de l'identité pivot qu'est l'identité régalienne. C'est-à-dire que celui qui donne le noyau du fruit, si on peut dire les choses de façon imagée, c'est l'État qui va commencer par dire « je connais cette personne parce que j'ai le monopole de l'état civil, ça fait partie de mes fonctions régaliennes que de savoir qui sont mes citoyens ». Et une fois que j'ai singularisé un de mes citoyens, ensuite, le secteur privé peut enrouler autour du noyau la chair du fruit, en quelque sorte, placer toutes sortes d'informations dans tous les domaines. On pourra faire circuler autour de cette identité régalienne des bulletins de salaire, des diplômes, toutes sortes d'attributs de la personnalité qui permettront d'avoir à éviter de se scanner des documents et de les envoyer par mail dans tous les sens. Combien de fois est-ce que j'ai envoyé ma carte d'identité scannée à des administrations universitaires au mépris de toutes les bonnes règles de cybersécurité. Et avec de tels systèmes, on pourra effectivement engager des dialogues avec des systèmes automatisés en révélant des éléments de son identité de manière beaucoup plus sécurisée et avec beaucoup de contrôle aussi. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour restreindre l'accès aux sites pornographiques. Il y aurait des possibilités avec des systèmes comme ça de donner à notre interlocuteur uniquement l'information selon laquelle on a plus qu'un certain âge, sans pour autant dire qui on est. Ça pourrait être très intéressant. Lawrence Lessig avait déjà imaginé un tel système dans son ouvrage de 1999. Il le décrivait assez précisément tel que eIDAS 2 s'apprête à le faire. C'est assez frappant. Vous remarquerez que ce dont on est en train de parler, c'est pas du tout du Web3, hein, parce que pour moi, c'est pas du tout de la décentralisation. On n'est pas du tout en train de contourner l'État. Au contraire, on est en train de s'appuyer sur le secteur public. Donc, quand Pierre dit certains voudraient, avec leur wallet, pouvoir s'identifier ou s'authentifier sur Internet, c'est un tout autre projet qui peut très bien exister en parallèle et voire en concurrence de celui des États. Il est logique que les États ne se tirent pas une balle dans le pied et qu'ils partent d'eux-mêmes pour construire l'avenir. À côté de ça, des communautés peuvent essayer d'avoir des systèmes décentralisés, mais comprenons bien ce que ça veut dire. Si j'utilise, par exemple, mon wallet de crypto-monnaie sur divers services, tout ce que ça va démontrer, c'est qu'il y a une forme de permanence de l'utilisateur, c'est que c'est toujours le même utilisateur. Et ça, c'est déjà un point de départ. On peut lui attribuer des droits et puis on peut ensuite, je vois Marc-Antoine qui grimace, il va nous dire pourquoi juste après. Mais ça ne permet pas, au départ, de dire si je suis un homme ou une femme, quelle est ma nationalité, quel est mon âge. Ça, il aura bien fallu le démontrer quelque part à quelqu'un. Et jusqu'ici, on n'a pas trouvé beaucoup d'autres systèmes que de partir de son identité civile habituelle, de la démontrer éventuellement à un opérateur privé qui ensuite va pouvoir rebondir dessus. Mais se passer totalement de l'état civil en matière d'identité numérique, ça reste un pari qui me semble assez audacieux. Mais peut-être que Marc-Antoine a des aspects que je n'ai pas encore vus et je ne suis pas encore totalement complet sur ces questions, bien sûr. Non, en fait, c'était plus une réflexion, c'est que on va partir du principe que, voilà, ok, moi je prends mon wallet, je le branche sur je sais pas quoi, ça n'est pas de l'identification, ça reste de l'authentification. C'est quand même juste un terminal. Enfin, moi j'utilise ce terme dans les contrats parce que device et tous ces termes moisis, on a des définitions de l'UE, non, mais qui nous permettent de bosser de manière extrêmement sereine dans les contrats. Moi, je prends beaucoup de définitions de l'UE. Et quand on authentifie un device, on ne sait pas qui est derrière.
Là, faut pas rêver. Et les banques le savent très bien. Hein. Si on oblige les banques, les assurances, et qu'il y a tout des tas de projets de réglementation comme DORA qui nous arrivent, c'est qu'on dit bien d'un côté, on va authentifier, on va sécuriser le transfert d'informations, machin. Donc, on n'est pas du tout là dans du décentralisé. Et de l'autre côté, on est aussi capable, on doit être capable d'identifier la personne qui est derrière le device. Et ça, c'est toutes les problématiques de KYC que connaissent bien les banques. Alors, est-ce qu'on attend? Hop. Oui, alors effectivement, alors on va passer après là, au second sujet, plus clivant. Mais juste avant, effectivement, sur la question, si je mentionnais la question de l'identité numérique, c'est parce que va y avoir la concurrence. Parce qu'effectivement, l'identité numérique fait par l'État ne sera pas du Web 3.0, on est loin de ça. Mais là, j'ai appris que l'Angleterre a refusé, a abandonné son projet de KYC pour les wallets non hébergés. Donc c'est en UE, certes, mais on voit que du coup, ils n'auront pas l'intention, enfin, ils vont rentrer peut-être en concurrence de nous avec la question de l'identité numérique blockchain et faire leur identité numérique de leur côté. Ils sont plus libéraux que nous. Voilà, donc effectivement, c'est une question qui se pose en parallèle. Mais comme je l'ai dit, nous allons passer, je pense, à la deuxième partie, plus clivante cette fois, peut-être que vous pourrez plus vous écharper, sur la question donc du métavers. Et je redonne la parole à mon collègue, le professeur Ndior, sur cette partie. Et on reviendra, pour le public, on reviendra sur vos questions ultérieurement également. On les note bien et on y reviendra. Merci beaucoup. Alors, je vois que je récupère le sujet le plus clivant. Bon, je vais m'en donner à cœur joie et je vais assumer mon rôle de grand méchant organisateur de débat. Bon, en tout cas, on s'accorde sur le fait que personne n'est d'accord sur le fait, sur la manière de définir le Web 3.0. Preuve que c'est encore une fois peut-être davantage un slogan ou une marque qu'une réalité. On aura l'occasion d'y revenir. Et je pense que la même question va se poser assez rapidement en ce qui concerne le métaverse. Alors, le métaverse, j'ai envie de dire d'une certaine manière, excusez-moi d'être un peu provocateur, c'est que tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait le définir. On a une image de ce que serait le métaverse, mais lorsqu'on nous pose la question dans la rue, qu'est-ce que le métaverse, on se dit, ça ressemble peut-être à un jeu vidéo un peu immersif. Donc, on comprend qu'il s'agit de s'incarner sous une forme d'avatar dans un monde dit immersif ou dans une forme de réalité virtuelle. Donc, ça ferait partie finalement de la famille technique des réalités virtuelles. L'idée, ce serait de simuler le réel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Donc, on peut aussi bien organiser des fiestas qu'organiser des réunions d'équipe dans le métaverse. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, certains ont déjà commencé à organiser même des sessions de recrutement dans le métaverse. Donc, il s'agirait concrètement de reproduire certaines situations du réel. Évidemment, un mot qui est devenu un peu un mot valise depuis 2021. On rappelle que le métaverse, concrètement, c'est la chose de l'ancien Facebook, désormais Meta, qui s'est d'ailleurs renommé à cette fin, de façon stratégique. Et les premières occurrences de métaverse ont cité la fébrilité des marchés financiers, l'enthousiasme peut-être un peu trop des investisseurs, et puis surtout la grande perplexité des acteurs du net, et surtout des juristes. D'ailleurs, ça peut être un peu pour ça qu'on est là ensemble. Donc, j'ai envie de vous poser deux questions. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez une appréhension, une définition de ce qu'est le métaverse? Mon intuition, c'est que c'est un peu quelque chose qui existait déjà et qui a été un peu remis au goût du jour. Alors, tout de suite, je vais jouer un peu le rôle de l'avocat du diable en disant voilà, c'est comme du Second Life revisité, c'est comme un MMORPG, mais dans lequel on inviterait certaines marques, certaines entreprises à être présentes. Donc, en gros, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée et surtout, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a véritablement de nouvelles problématiques juridiques suscitées par le métaverse? On pense tous à ces problèmes qui ont été identifiés par les médias, le harcèlement, les agressions sexuelles, la question de la valeur des biens. Donc voilà, une question en deux temps. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et surtout, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un renouveau des problématiques juridiques qu'il peut susciter? Et je donne évidemment la parole d'abord à Aurore Géraud. Aurore, votre avis sur la question? Alors, le métaverse, pour le coup, nous, on l'étudie depuis 4 ans. On l'étudie sous le prisme des jeux vidéo et des économies des jeux vidéo à la base. Effectivement, rien de nouveau. La seule différence par rapport à c'est ce branding en fait de marque qui revient sur une terminologie, un concept qui date des années 90 et qui vient de la science-fiction et qui est en plus dystopique, donc j'ai envie de dire pas le bon branding peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que donc on est exactement le métaverse existe depuis
très très longtemps. Des économies qui découlent des jeux vidéo, ils existent depuis longtemps. Le fait d'acheter des avatars, des choses comme ça, avec de la véritable monnaie, existe depuis longtemps. Vous parliez de Second Life, qui a 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc le métaverse existe depuis longtemps. Maintenant, ce qui est intéressant et pourquoi on en parle maintenant, c'est que finalement, les technologies sont arrivées à un stade où il y a une possibilité d'usage. Il y a une espèce de timing parfait en début de pandémie où finalement on s'est tous retrouvés coincés derrière nos écrans. On a été obligés de rechercher de l'interaction sociale via des écrans. Et donc du coup, le métaverse a atterri dans la combinaison à ce moment-là, sachant que les technologies des jeux vidéo sont devenues beaucoup plus immersives, beaucoup plus sympathiques visuellement. Donc voilà, c'était une compensation à un moment, un bon timing, mais il n'y a rien de nouveau. Et si on commence à parler du droit, il n'y a rien de nouveau non plus, puisque les problématiques sont exactement les mêmes que pour les jeux vidéo, que pour les réseaux sociaux. Parce qu'on parle de harcèlement sexuel dans les mondes virtuels, mais ils sont sur les réseaux sociaux. On va parler de trolls, ils sont sur les réseaux sociaux aussi, ils sont dans les jeux vidéo. On va parler de problèmes de propriété intellectuelle, et elle existe depuis très longtemps, notamment si vous regardez dans Second Life, il y a déjà des procès en propriété intellectuelle dans Second Life. Vous allez avoir tout ce qui est scam, vous avez des scams tous les jours, vous recevez sur votre boîte mail quelqu'un qui vous dit qu'il vous doit 3 000 € et vous leur répondez. Donc finalement, les problématiques en termes de droit des métaverses, c'est exactement les mêmes qu'on connaît depuis 15-20 ans et qu'on n'a pas réglé. Par contre, il faut être honnête aussi avec ça. Tout ce qui est réseaux sociaux, modération, essayer de protéger l'individu, on l'a toujours pas réglé. Et donc, du coup, c'est juste un autre canal pour le faire. Merci beaucoup, Aurore. Alors, avant qu'on donne la parole à Marc-Antoine, il y a Josquin qui lève la main, qui veut peut-être rebondir ou poser une question. Josquin, je t'en prie. Juste une petite question, c'est si effectivement il y a bien cette conjonction temporelle qui amène à l'intérêt pour le métaverse après la crise sanitaire, est-ce que la sortie de la crise sanitaire n'est pas une conjonction pour rater le métaverse, puisque au contraire on a envie de quitter les écrans? Une fenêtre d'Overton du métaverse. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la sortie... Alors, déjà, il y a eu ce qu'on a compris, enfin, ce qu'on s'est rendu compte, j'ai envie de dire, humainement durant la pandémie, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pouvaient travailler à distance. Donc, le métaverse va pouvoir, en tout cas les technologies du métaverse, parce que finalement, encore une fois, le métaverse, c'est juste un concept un peu marketing. Les technologies du métaverse vont pouvoir être utilisées pour continuer cette volonté de travailler à la maison, par exemple, ou de continuer à s'éduquer sans barrière géographique. Donc voilà, il y a ce côté-là. Par contre, la sortie de la pandémie, ça c'est une très très bonne question et que je trouve qu'elle est très pertinente, ça pousse surtout les gens à se poser la question de à quel moment je vais utiliser le métaverse. Est-ce que c'est un outil ou est-ce qu'on va avoir plein de marques qui vont lancer plein de sujets en disant « Ok, c'est du métaverse, les NFT, c'est du métaverse », mais concrètement, la valeur humaine, l'intérêt du métaverse, il va falloir le trouver. On en est à ce stade-là. C'est à quel moment, en fait, on l'utilise pour en compensation de quelque chose quelque chose qui va nous faire peut-être aller plus vite dans notre quotidien ou qui va nous permettre de nous raccrocher, de nous connecter, donc ce que je disais, sans barrière géographique. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est diversité et inclusion. On parlait d'avatar tout à l'heure. À quel moment on utilise, par exemple, un avatar pour casser les biais qu'on peut connaître dans les cas d'entretien. Enfin, on va aller rechercher plutôt des cas d'usage à valeur humaine et à valeur ajoutée. Et là, pour le moment, le problème, c'est que, étant quelque chose extrêmement marketing, on est dans un espèce de flou total où il y a plein d'informations qui viennent partout. Tout le monde parle de métaverse, mais on n'est pas encore à trouver les bons cas d'usage qui sont sains, en fait. Merci beaucoup, Aurore. Marc-Antoine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette contextualisation du métaverse, sur cette quête de la valeur ajoutée ou de l'intérêt du métaverse, notamment d'un point de vue juridique? Alors, je viens de voter massivement pour Aurore. Je souscris juste à 100% à ce que dit Aurore. Alors, non mais,
en fait, cet exemple, c'est un jeu vidéo. Alors, ok, on va nous dire qu'on a des manettes, machin. C'est du jeu vidéo, et donc, si c'est un jeu vidéo, ça veut dire que c'est à la main d'un opérateur. Si c'est à la main d'un opérateur, ça veut dire qu'il y a un règlement de jeu. On les appelle les conditions générales d'utilisation. Vous les appelez comme vous voulez. Voilà. Alors, soit on régule ça, quand c'est des plateformes avec énormément d'users, ça veut dire qu'il y a peut-être des obligations de machin. Mais enfin, c'est du jeu vidéo. Là où je pense, et j'entendais l'un d'entre vous utiliser la métaphore des films de science-fiction, là où on aura une vraie révolution, je suis un grand fan de science-fiction depuis des années. J'avais vu un film avec Bruce Willis, un film très intellectuel, donc, mais moi j'avais tout compris, donc j'aimais bien. C'était un film qui a une dizaine d'années où là, les humains s'enfermaient dans des caissons avec des capteurs sur tout le corps et ils pilotaient à distance un avatar physique. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir dans la vraie vie, dans les rues, pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour aller faire tout ce que vous voulez, eh bien, ça n'était pas eux physiquement qui se déplaçaient, c'était leur avatar qui changeait. Donc, on pouvait alors, les femmes d'un certain âge ou qui se trouvaient pas assez bien, les hommes, c'était pareil, hein, soyons très clairs. Donc, chacun, en fait, transformait son apparence physique et envoyait à sa place, dans le vrai monde, enfin, dans la vraie vie, dans le in real life, pour prendre ce terme qu'aiment bien les gens dans la sécu, en fait, envoyer quelqu'un d'autre, qui était donc un robot, hein, purement mécanique, mais qui contrôlait entièrement depuis leur canapé, je sais pas quoi, où il s'installait. Là, le jour où on a ça, là, il y a des vraies questions à se poser. Mais à partir du moment où on est dans un jeu vidéo, qu'on s'en sert pour du serious game ou du je sais pas quoi, c'est du jeu vidéo, je n'ai rien à dire. Ni juridiquement, ni à aucun titre. Merci beaucoup Marc-Antoine. Alors je vais donner la parole à Emmanuel avec une petite provocation préalable. J'ai consulté aujourd'hui les standards de normalisation du métaverse. Vous avez peut-être entendu parler de cela, c'est sorti dans les médias ce matin, donc à l'initiative de Meta évidemment et d'une quarantaine d'entreprises, notamment la marque Ikea, des standards ou des règles de normalisation du métaverse destinées à créer une forme d'interopérabilité technique ou juridique ont été élaborés. Donc, nous, on n'y croit pas trop, mais les entreprises continuent d'en faire la promotion. Emmanuel, quel est ton point de vue sur cette question ? Tout d'abord, faire remarquer que pour un univers, globalement, on va revenir sur le package Web3 qui prétend qu'on va commencer à contourner les GAFAM sans remettre à Facebook et à Ikea, qui est une sorte de GAFAM hors ligne, avec des tickets d'entrée qui sont à plusieurs dizaines de milliards pour être un acteur visiblement de ce futur métaverse. Moi, ça ne me fait pas tellement penser à une révolution punko-anarchiste citoyenne, personnellement. Hein. Voilà. Deuxième remarque, on est tous d'accord, donc c'est un peu inattendu. Il n'y aura pas vraiment de débat virulent entre nous. On est tous d'accord pour dire que ça n'a aucun intérêt, ce concept de métavers, en tout cas en l'état. Ça prouve qu'on est des gens sérieux. Et là, je vais prendre un instant pour dire que je suis un petit peu en colère, oui, j'ose le dire, contre certains, même des collègues, mais certaines personnes qui font actuellement mousser ce concept parce que c'est une manière tout simplement de servir sa carrière et son exposition médiatique personnelle. Il y a une leçon très simple, c'est que vous n'êtes pas invité sur le plateau d'un journal télé pour dire que le métaverse, ça existe depuis 20 ans, parce que c'est pas intéressant et que les spectateurs vont s'endormir. En revanche, si vous dites que c'est une révolution et puis que dans 10 ans, on est tous dans des caissons et puis qu'on pilote nos avatars à distance, comme dans le film avec Bruce Willis, Surrogates, dit Julien Loeil. Ah, c'est ça. Voilà. Surrogates. Et vous ne prétendez pas que ce sera la situation dans quelques années, absolument pas, mais ceux qui le disent, en revanche, eux sont invités. Et il y a très clairement en ce moment un déséquilibre des discours, où on surexpose des discours qui ne sont pas sérieux sur cette thématique. Alors simplement, puisqu'on est tous d'accord, je prends un instant pour dire que si j'ai cité Lawrence Lessig tout à l'heure, c'est parce que je suis retourné voir son bouquin, donc Code et autres lois du cyberespace, et il parlait encore avant de Second Life, il parle de Second Life, hein, mais il parlait d'un jeu de rôle textuel qui s'appelait Lambda Mu, qui date de 1990. Donc, vous voyez, en réalité, c'était il y a 30 ans, où il expliquait qu'il y avait déjà la problématique du viol virtuel. Donc, vous voyez tout ce qu'on est en train de nous dire sur le fait que le métavers, ça a posé des problèmes en termes de préserver son intégrité physique et corporelle, les atteintes sexuelles, etc. Il explique qu'à l'époque, dans un jeu qui est en pur texte, hein, donc les gens tapent des phrases qui s'affichent sur l'écran. Il y a quelqu'un qui est un chaman dans Lambda Mu, qui a le pouvoir de prendre le contrôle des gens et d'inhiber leur volonté, et qui se sert de ce pouvoir, donc tout ça c'est du roleplay, les gens jouent le jeu, hein, ils sont dans une histoire, ils se servent de ce pouvoir pour imposer des relations sexuelles non consenties à d'autres personnages, et ça crée un émoi terrible dans la communauté, parce que les gens trouvent que pour les joueurs qu'il y a derrière, c'est effectivement potentiellement une forme de traumatisme, que dans le jeu, leur avatar de pur texte ait subi ces actes.
Bon, tout ça, ça pose pas de problème particulier, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer des incriminations, à supposer que les incriminations existantes ne suffisent pas dans le code pénal pour ces formes d'agression qui sont des agressions immatérielles. En réalité, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour ça. Et le jour où il y aura vraiment une barrière qui commencera à reculer entre l'avatar virtuel et nos corps de chair, parce que c'est vrai que ça peut être éventuellement un développement intéressant. Le jour où, avec des combinaisons à retour haptique, des casques de réalité virtuelle, que sais-je, on aura vraiment l'impression d'être agressé dans notre chair parce qu'il se passe quelque chose dans un univers théoriquement virtuel. Là, éventuellement, on pourra commencer à retravailler légèrement certaines qualifications pénales pour les adapter, et ce ne sera pas très difficile. Mais j'ai essayé de faire une analogie, je ne sais pas si elle vous convaincra. D'ores et déjà, on a eu la question, par exemple, de l'incitation au suicide, c'est-à-dire des gens qui vont sur Internet et qui vous démoralisent et qui après vous poussent à tenter de vous suicider. Il y a déjà eu le cas. Et on a créé des incriminations pour appréhender ce type de comportement, parce que ça a l'air d'être une agression immatérielle, et en réalité, ça vous pousse à porter atteinte à votre intégrité physique. Donc, c'est une situation qui est un peu hybride, et pour le droit pénal, ça a pu sembler déstabilisant, le temps qu'on trouve une incrimination ad hoc, qu'on a adoptée et qui ne pose aucun problème. Donc, je suis persuadé qu'il y aura strictement aucune difficulté insurmontable dans un horizon prévisible. Ensuite, évidemment, comme dans tous les progrès technologiques, que ce soit chez Meta ou dans tous les autres domaines de la science, les médicaments, les nanotechnologies, qu'est-ce qui se passera dans 50, 60, 100, 150 ans? Bien malin qui peut le dire. Mais dans un horizon prévisible, franchement, rien à signaler, me semble-t-il. Et puis, au risque de nous attirer les ennuis, je reviens sur un point que tu as mentionné, il y a quand même un certain nombre de juristes, alors que ce soit des praticiens ou des universitaires qui manifestement essaient de s'établir un nouveau précaré. Alors, je ne vois pas encore de plaque avec spécialistes du métaverse, mais ce que tu disais en filigrane, et que ça on l'a observé aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est qu'il y a certains collègues peut-être qui essaient de prendre le tournant du métaverse et de se présenter comme les futurs spécialistes du métaverse. Ceux qui avaient raté le tournant de la blockchain. Exactement, je n'osais pas le dire, mais voilà, c'est toi qui l'as dit. Les spécialistes du bullshit world, non mais on commence à les connaître, ces gens qui vous disent que l'intelligence artificielle est consciente et que ça y est, chez Google, il y a une IA qui a pris conscience d'elle-même et qui est en train de faire un procès à Google. Ces gens-là, que ce soit chez les journalistes ou chez les chercheurs, sont les hontes de leur profession. Je le dis comme je le pense. Juste avant de donner la parole à Oscar, Marc-Antoine, est-ce que vous avez noté ce même phénomène justement chez vos confrères et consoeurs? Et c'est exactement vers ça, Emmanuel, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est très marrant. Dès que c'est tout moderne, dès que c'est tout neuf, là, il y a toujours un tocard. Alors, j'utilise le terme masculin, mais je le féminise volontiers. Hein. Il y a toujours un tocard ou une naze qui va arriver et qui va commencer à nous faire des grands discours, genre vous n'avez rien compris, c'est la révolution. Et c'est vrai qu'on est abreuvé. Mais le NFT, on va en parler dans un instant, c'est tout à fait ça. Cette espèce de recherche frénétique de la nouveauté, où on va générer du buzz, hein, parce que c'est ça, on va exister médiatiquement dans des réseaux plus ou moins ouverts, et tout d'un coup, on va devenir quelqu'un d'important. Et le phénomène du métaverse, c'est tout à fait frappant, et le NFT, on n'en est pas très loin. Alors, il y a le public qui demande des noms dans notre discussion, mais on ne va évidemment rien révéler. Non, mais je révèle volontiers. Je peux envoyer mon RIB, hein, donc on m'envoie l'argent d'abord, et après je révèle. C'est peut-être une question naïve, mais pour moi, il y a une vraie différence entre ce qui relève du jeu et de la fiction. Dans lequel on a des contraintes de recoupement, où il faut que on lève les contraintes de recoupement justement en disant tout est comme partout d'habitude, sauf ce qu'on a décidé qu'on allait lever. On dirait que, et on poursuit le fil en gardant tout le reste l'identique généralement. On peut lever un certain nombre de contraintes, mais généralement on en garde le maximum pour rester le jeu justement est d'autant plus plaisant qu'on va se rapprocher le plus possible de cette vraie vie dont on parlait tout à l'heure. Et alors que les promesses du métavers sont justement non pas d'être dans la fiction, mais dans quelque chose de non fictionnel. Je ne veux pas dire de réel, je ne veux pas dire de vrai, mais de non fictionnel, dans lesquels en fait ces contraintes-là restent fortes. Et donc, pour moi, il n'y a pas, mais je ne sais pas comment ça peut se concrétiser d'un point de vue juridique, mais il n'y a pas
de besoin d'aller jusqu'à la proximité physique et des nuisances physiques pour si on part de ce raisonnement-là pour porter des atteintes réelles, non fictionnelles, aux personnes. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que ça, d'un point de vue de catégorie juridique, finalement, ça tombe à l'eau, ou si ça peut éventuellement faire un interstice dans lequel ça appelle à d'autres formes d'incrimination. Emmanuel, est-ce que tu souhaites rebondir sur ce point, sur Voilà, pour être vraiment le seuil des nouvelles incriminations, en fait Oui, bon, là, il vous faudrait un pénaliste pour répondre de manière plus technique et plus sérieuse que moi à cette question. Là, je profite d'être spécialiste de rien pour esquiver les questions qui sont trop difficiles. Non, plus sérieusement, en vous écoutant, j'essayais de voir à quoi vous pensiez, ce qui pourrait constituer cet interstice entre des attaques qu'on pourrait dire immatérielles à votre réputation, à vos sentiments, qui sont des choses qu'on sait très bien gérer, avec de l'injure, avec la diffamation, avec les incitations plus collectives à la haine, etc. On sait faire ça. Et puis, de l'autre côté, les atteintes à l'intégrité physique. Est-ce que vous aviez à l'esprit des choses qui seraient vraiment à la frontière des deux, qui seraient réalistes et qui pourtant ne seraient pas du tout traitées? Bon, personnellement, j'en doute un petit peu, je peux me tromper. Encore une fois, l'incitation au suicide, il me semble, dans mes souvenirs très lointains de droit pénal, que c'est quelque chose qui est apparu à une époque et qui, par hypothèse, n'était pas géré par le droit pénal antérieurement. Il a fallu réinventer un peu les concepts légèrement sur ce point-là. Mais comment dire, il y a forcément un numerus clausus des atteintes à autrui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut attenter à autrui que d'un certain nombre de façons dont on fait assez vite le tour. Et je ne vois pas tellement ce que je pourrais vous faire dans le métavers que je ne pourrais pas vous faire là sur Zoom. Vous voyez ce que je veux dire? En termes d'attaque à votre réputation, à votre sensibilité. Tout à l'heure, il y a une des descriptions du métavers, ça m'a frappé, pardon, je dis métavers parce que j'essaie de franciser comme un bon vieil universitaire juriste réac que je ne suis pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que il y avait quelqu'un qui décrivait le métavers comme, je crois que c'était Valère, on se retrouverait dans un espace où on pourrait faire quasiment la même chose que dans le monde réel. Est-ce que ce n'est pas strictement ce qu'on est en train de faire en ce moment même? Je veux dire, quelle est la différence? C'est parce que vous me mettez un casque de réalité virtuelle. J'en ai un dans mon placard, ça existe déjà. Vous me le mettez sur les yeux, je fais la même conférence que vous sur Zoom, mais avec un casque, et ça y est, je suis dans le métavers. Bon, moi, je pense que ça ne changera rien à la gamme d'interactions qu'on pourra avoir, et à l'intérieur de cette gamme d'interactions, aux interactions agressives et contraires à l'ordre social que je pourrais avoir et qui méritent d'être incriminées. Donc, ma réponse, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas besoin de droit nouveau. De toute façon, et ça Valère le sait bien, c'est ma posture de principe s'agissant du numérique, c'est présumer que les choses ne sont pas nouvelles. Là où certains présument que tout est toujours nouveau, ce qui me paraît extrêmement malsain, c'est toujours présumer que les choses ne sont pas nouvelles et qu'avec un peu d'effort, on arrivera à les rattacher au droit existant. Et si vraiment j'y arrive pas, et parfois on n'y arrive pas, alors on invente un concept nouveau. Mais c'est ce que nos maîtres, bien avant le numérique, bien avant le droit français du numérique, quand on était à la fac, appelaient déjà la paresse de la qualification sui generis. Ils nous disaient, les gens qui qualifient tout de sui generis, c'est des gens paresseux intellectuellement. Je crois que c'est une maxime qui est parfaitement valable en droit du numérique. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je pense qu'on va passer à la thématique suivante. Juste, si on a le temps. Je pense qu'on n'a pas le temps. Peut-être pour la fin. On va passer à la thématique NFT qui va être dense, à mon avis. Ouais. Je te donne la parole. Ma première question, ça va être à faire le lien avec le métaverse, mais avant d'y arriver, petit rappel quand même du NFT. Donc effectivement, ce qui différencie le NFT des crypto-monnaies traditionnelles, on va les appeler comme ça, ou qu'on appelle aussi crypto-actifs ou actifs numériques, c'est leur non-fongibilité, comme leur nom l'indique, un non-fungible token. Et en fait, concrètement, là où donc un bitcoin est échangeable contre un autre bitcoin et indifféremment, chaque NFT est, semble-t-il, unique. Et leur utilité, justement, on va en discuter, mais bon, concrètement, leur utilité était essentiellement centrée sur la question des œuvres d'art, donc question artistique, où on a vu un tas d'œuvres numériques auxquelles on a rattaché un NFT. J'utilise cette terminologie-là justement, parce que beaucoup, je pense, justement, confondent l'œuvre et le NFT. Dans le NFT, voilà, c'est une inscription sur la blockchain. Ce sont d'informations qui vont décrire l'œuvre, en l'occurrence qu'on a créée, et en général, l'œuvre est stockée sur un serveur qui est bien centralisé, donc on peut qui peut être victime d'ailleurs de hack. Et le NFT, lui, est bien sur la blockchain, bien au chaud.
Ce NFT donc va, de ce qu'on dit, créer de la rareté numérique. Il permet, au lieu pour empêcher les multiples copier-coller d'une œuvre, eh bien, on va pouvoir effectivement identifier une copie en particulier grâce à un NFT. Et ces cas d'utilisation aujourd'hui peuvent aller dans le jeu vidéo, Orgeo pourra nous en parler, et également effectivement dans l'immobilier. J'aurais une question dessus. Mais donc j'aurais deux questions qui vont être celles, effectivement, toujours du retour d'expérience des NFT. Je crains là aussi que ce soit extrêmement critique, mais aussi une question très technique qui va être liée au métavers. Je vais jouer l'avocat du diable sans grande conviction, mais simplement parce qu'on définit souvent le métavers comme un monde virtuel qui peut être une copie d'une autre ou pas, hein, peu importe, on interagit. Mais en réalité, la définition du métavers, ce serait peut-être celle qui serait liée à la propriété numérique. C'est-à-dire qu'un véritable métavers ne serait pas simplement un monde virtuel. Ce serait un monde virtuel où, par le biais de la blockchain et des NFT, l'utilisateur, le joueur, serait véritablement propriétaire de ce qu'il y a dans le jeu. Et on sait, pour revenir sur Second Life, qu'un procès avait eu lieu où, justement, des utilisateurs ont réclamé la propriété de ce qu'il y avait dans Second Life. Et le NFT, en fait, est une solution technologique qui permet, justement, de répondre à la question. Donc, de manière extra-juridique, on a répondu à la question de qui est titulaire de l'objet dans le jeu vidéo. Donc, est-ce qu'un NFT, est-ce qu'un métavers, ce n'est pas un monde virtuel avec des NFT dedans? Voilà ma première question. Sale question. Sale question. Alors peut-être d'avoir le retour d'expérience éventuellement sur les NFT, votre vision, les acteurs économiques auxquels vous êtes confrontés régulièrement. Que pensent-ils les NFT? Et puis après revenir éventuellement sur cette question du métavers, parce qu'on peut revenir dessus. Alors, peut-être si vous voulez, pour exemple dans le jeu vidéo notamment, parce que les NFT sont beaucoup utilisés en ce moment. Alors, pas que dans le jeu vidéo, on voit beaucoup d'entreprises qui lancent leurs NFT. Moi, à ce stade, ce que je vois, c'est principalement l'équivalent de goodies virtuels, hein. C'est-à-dire des petites choses un peu sympas qui montrent qu'on utilise la marque. En tout cas, du point de vue des marques. Après, on commence à voir aussi beaucoup moins médiatisés des exemples qui sont peut-être plus sympa sur le long terme. Par exemple, on peut très bien avoir un NFT qui nous donne un droit de propriété sur quelque chose. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le festival de concerts Coachella aux États-Unis a en fait vendu un NFT qui permet chaque année de récupérer le billet d'entrée au concert. Donc, ça veut dire que c'est sur le long terme, on a un pseudo-droit de propriété qui nous permet d'avoir un ticket chaque année. Donc, on a les NFT, actuellement, c'est très, très varié, j'ai envie de dire. Et côté entreprise, c'est simplement du goodies et pas nécessairement quelque chose à valeur ajoutée. Maintenant, vous parliez de Carrefour tout à l'heure sur le fait d'utiliser un monde virtuel pour de l'entretien d'embauche. Il y a des choses qui peuvent être faites et que moi, je trouve plutôt intéressant en termes de RSE. Finalement, des NFT peuvent être utilisés comme une sorte de crowdfunding, j'ai envie de dire. Et donc, notamment, Carrefour a lancé ses NFBs, donc c'est des petites abeilles, et tous les revenus qui viennent de ces NFT vont directement à une association de préservation des abeilles. Donc, il y a des petits, j'ai envie de dire, ponts qui peuvent être faits, mais en dehors de ça, en termes d'entreprise, c'est du goodies et du marketing. Cet exemple-là, d'ailleurs, reste du marketing aussi. Oui, du RSE. Voilà. Tout à fait. Pour donner une bonne image, mais ça reste. On aurait pu faire ça sans NFT. Quoi. Exactement. Alors, toi, un point de vue, je crois qu'on avait déjà discuté un petit peu sur les demandes des entreprises en matière de NFT. De mémoire, je m'étais même énervé sur le sujet quand on s'en était parlé. Alors, en fait, il faudrait distinguer deux choses quand on parle du NFT. Est-ce qu'on parle de l'objet par exemple, je parlais de CryptoKitties ou les singes, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est l'objet? Donc, ce serait une copie numérique unique. Enfin, je dis que c'est marrant parce qu'on arrive à dire copie unique. Non, mais il y a toute une réflexion autour qui est tout à fait étonnante. Donc, on va dire un master d'une œuvre numérique unique. Est-ce que c'est ça le NFT ou est-ce que c'est le token, c'est-à-dire le fichier numérique qui va en justifier de la propriété? Parce qu'on peut faire circuler une copie de ce qu'on veut et dire mais moi je garde mon droit de propriété. Okay. Là aujourd'hui dans le discours qu'on entend partout, comme diraient mes fils, c'est porte-nawak.
Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, ça, c'est le côté, voilà. Alors, non, mais avec mes collaboratrices, on va dans la rue, les affiches NFT. Maintenant, il y a des pubs dans le métro pour le Bitcoin. Enfin, bon, on a l'impression que tout le monde est devenu fou. Alors, moi, je me suis intéressé à la blockchain par un biais complètement différent. Un jour, j'ai un client, je m'en souviens encore, c'était en 2016, qui me dit, Marc-Antoine, je vais faire de la blockchain. Et là, il m'a dit, donc je ne réponds pas, je n'avais pas compris ce qu'il disait. Donc, il me dit, mais tu as compris ce que je dis? Je dis non, hein, sur un moment, je dis les choses cash. Et je dis, tu peux épeler? Et il me fait blockchain. Donc, il m'épelle blockchain. Bon, ok. Bon, entre-temps, il a monté tout un service de blockchain. Et en fait, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, les conneries, les grosses conneries de NFT, les CryptoKitties moisies qui valent que dalle, c'est zéro, ok. Ce qui est intéressant dans un protocole blockchain, et là, c'est utilisé par des industriels, c'est en production sur des tas de sujets, ok. Je veux faire de la traçabilité alimentaire parce que au lieu d'acheter des lasagnes avec de la viande de cheval, ça m'intéresserait peut-être de savoir que c'est quand même du bœuf ou du canard. Hein. Moi, j'avoue que le Sud-Ouest, pour ça, est une source de tentation puissante chez moi. Donc, j'admets tout à fait de remplacer le bœuf par le canard. Mais toutes plaisanteries mises à part, des produits même industriels, des produits technologiques, est-ce que je veux être sûr que le mica a bien été extrait d'une mine, non pas par des enfants de 12 ans, mais dans des conditions de traçabilité sécurisées? Voilà, tout le monde, le transporteur, l'extracteur, le transformeur, non, c'est pas, alors quand je dis transformeur, c'est celui qui va transformer, hein, on n'est pas dans le film là non plus, mais globalement, dans les blockchains industrielles, qui sont celles pour lesquelles j'ai fait des contrats, hein, et ça se signe, d'abord, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que les professionnels qui font du protocole blockchain de traçabilité évitent dans leur contrat de mettre le mot blockchain parce que ça fout la trouille. Si c'est blockchain, c'est compliqué, donc ça fait peur. Donc on va parler de réseau, d'enregistrement décentralisé. Et là, on va rentrer dans la partie vraiment protocolaire du truc. Donc on ne parle pas du tout de token, de NFT, tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est une partie de mon discours. Moi, je ne vois pas aujourd'hui de business pérenne et réellement organisé. Je parle du point de vue du juriste, qui rédige des contrats, j'ai pas vu un truc qui tienne la route. Bon, alors, maintenant que je me suis bien fait les pieds sur tous ces gens-là, je suis content. On va passer à la deuxième partie. Là, je vais sortir le fusil d'assaut. Le NFT. C'est quoi le NFT? Si c'est pour vendre du CryptoKitties à 5 euros, le problème aujourd'hui, ça va être la preuve de tous ces contrats où, alors, quand je commercialise un CryptoKitties, j'en veux pas au singe ni au chat, hein, soyons d'accord. Donc, mais je vais commercialiser un petit fichier, ok, une œuvre unique, machin. Très bien. Si ça coûte 5 euros, je le marquais de 5 euros, 10 euros, 20 euros, pour la validité de mon contrat, il va falloir faire de la signature électronique. Okay, donc, je me retrouve droit français, mais enfin, on est quand même en droit européen sur EDAS. Comment je vais prouver la validité juridique? Soit je fais de la signature électronique avancée, à 10 euros la signature. Donc, moi, commerçant, est-ce que je vais vendre un truc 5 euros et en me blindant juridiquement, je vais dépenser 10 euros pour faire une signature électronique avancée? Économiquement, c'est mort. Et on va aller plus loin. Si je veux être sûr de faire un beau contrat, sauf preuve contraire, je vais faire de la signature électronique qualifiée, 100 euros la signature. Je le caricature à peine sur les prix, hein, parce que c'est ça. Donc, je vais aller vendre des trucs 5 euros et je vais dépenser 100 euros pour faire de la signature électronique qualifiée. Je ne parle pas de l'eurodatage qui n'est pas qualifié, du contrôle d'intégrité, il n'y a plus personne, hein, tout le monde saute par la fenêtre, l'ANSSI rigole et il n'y a pas un prestataire qui y arrive. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en fait devant un espèce de marché qui fait rêver. Alors, je ne comprends pas très bien, mais ça fait manifestement rêver. On en parle, les plateaux télé, machin. Mais il y a une réalité juridique, enfin, technico-juridique derrière et même économique qui fait que on peut se pavaner en faisant des CryptoKitties de tout ce qu'on veut, des tokens, des machins. Mais enfin, moi, si je dois dépenser 64 millions de dollars pour aller acheter une œuvre numérique unique, je suis désolé, hein, je vais demander une signature électronique qualifiée et je vais signer un beau contrat avec une convention sur la preuve et compagnie, et je veux un eurodatage, et je veux des backups, et je veux ceci, et je veux cela. Okay, donc là, on va changer d'univers. Donc tout ce discours marketing complètement bidon, mais qui fait apparemment rêver les jeunes générations, économiquement, ça ne tient pas la route aujourd'hui. Et je le vois, tous les gens qui viennent me voir, ah oui, vous avez compris, parce que je communique un peu là-dessus, non? Ah, token, NFT. Puis dès que je rentre dans la partie juridique, ça va être quoi votre preuve? Parce que vous, prestataire, si vous vendez 10 000 tokens à 5 euros et que vous prenez une action de 10 000 personnes qui viennent vous demander le remboursement des 5 euros, ça fait déjà 50 000 euros.
Et si on fait ça oui, je suis pas très fort en calcul non plus. J'ai vu Emmanuel Netter qui rigolait, mais vous avez raison, hein, vous pouvez rire. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, si on veut être un opérateur sérieux, un professionnel, et on veut marketer un truc via des NFT, très bien. Alors déjà, le NFT, c'est l'œuvre ou c'est le type de propriété. Déjà, il faudrait qu'on se mette bien d'accord. Ensuite, on va écrire tout ce qu'il faut écrire. Et là, c'est pas le règlement d'un jeu vidéo avec 3 pages que personne va lire. Je peux vous le dire à titre professionnel, c'est des contrats qui font 100 pages bien tassées où tout le monde va regarder qui est responsable de quoi, parce que le jour où soit on se fait hacker, ce qui est l'hypothèse encore rare, mais surtout le jour où tout le monde demande la nullité du contrat parce que ça a été mal pensé et que donc le business model s'effondre, là, il n'y a plus personne qui rigole. Et c'est ça la réalité aujourd'hui du business, je dis bien du business, des trucs, va enregistrer ta preuve dans ma blockchain, fait juridique, juridique, j'en reviens même pas sur ces débats-là qui sont un peu techniques, mais aujourd'hui, notre droit et le coût de la preuve pour qu'on reste dans les clous, dans nos systèmes juridiques, et France, Europe, même combat. Et ben aujourd'hui, ça ne le fait pas. Alors, je passe même pas à l'exception française où pour transférer des droits de propriété intellectuelle, faut faire un contrat écrit et on en revient à la problématique de la signature électronique et que je te fais ton contrat. Bah tiens, je te cède des droits d'auteur sur mon CryptoKitty, je sais pas quoi, en 2 lignes. On va voir le premier tribunal venu, bon, pas trop l'été pendant les permanences, parce que si vous êtes juge des baux commerciaux qui vient vous juger en référé votre cession de droit via un NFT, ça peut donner une décision bizarre, donc on restera pudique sur cet aspect des choses. Puis dès qu'on va aller voir un juge qui connaît son droit d'auteur, il va regarder, on n'aura même pas besoin de lui expliquer ce que c'est que le métaverse, le Web 3.0, le NFT, il va regarder, il va prendre 131.3 du Code de la propriété intellectuelle, il va s'arrêter au 2e alinéa, il va rigoler et il va envoyer tout le monde se faire voir ailleurs. En fait, si je comprends bien, c'est vraiment il y a à la fois le problème de la réglementation au regard du protocole blockchain en lui-même, et le NFT pose un double problème. C'est en fait que, vu que le NFT n'est qu'un sous-jacent ou est lié à un sous-jacent, parce que ça aussi, c'est la question qui est sous-jacente en fait, on a de nouveau ce problème-là, puisqu'effectivement, l'exemple de la propriété intellectuelle, c'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, si on veut céder des droits d'auteur, il faut respecter le code de la propriété intellectuelle. Donc, tout ce qu'on fait sur la blockchain n'a plus aucune valeur de toute façon. Donc effectivement, et en gros, l'idée, ce serait soit de tout réadapter pour que ça fonctionne avec les NFT, ou de faire comprendre au business des NFT qu'il y a une sacrée comment on peut en dire, une mise en conformité, quoi. C'est un peu l'idée. Il n'y a pas d'entre-deux. Entre deux, enfin, on va remettre quand même les choses en perspective historique. Je veux dire, on a tous des téléphones portables depuis 20 ans maximum. Ok, donc on est dans un univers numérique qui évolue. Vite, vous voyez mon fond d'écran, j'ai pris ça dans une BD bien sûr, mais c'est ça ce concept de l'Internet. Le concept de l'Internet, ça a 30 ans. Or, tout d'un coup, on commence à commercialiser des trucs. Bon, ça peut être étonnant, hein, j'ai pas dit que c'était mauvais, mais à un moment, il ne faut pas non plus qu'on fasse table rase du passé et de nos règles juridiques qui nous permettent de bosser. Je peux vous le tourner autrement. Si moi je décide, parce que j'ai un client qui m'avait fait faire ça il y a quelques années, je décide de prendre un micro-marché à coût de 20 euros. Si j'ai 500 000 personnes qui m'envoient 20 euros, que mon business model soit pérenne ou pas, au bout d'un moment, je me barre avec la caisse. C'était même pas une métaphore. Je l'ai vécu. Et c'est la seule fois de ma vie, on m'a dit, Marc-Antoine, carte blanche pour les CGU, de toute façon, personne ne demandera le remboursement. Puis le jour où les gens ont commencé à demander le remboursement, la boîte avait disparu, la caisse aussi, tout le monde était parti, c'était magnifique. Donc, soit on fait du business et on prend, pour le dire de manière vraiment très crue, on prend de l'oseille tant que ça marche et tant que personne ne dit rien, tant que le parquet ne s'agite pas, tant que personne porte plainte, tant qu'il n'y a pas d'action collective, ben on y va, hein. On y va joyeusement, on raconte des conneries, on fait du buzz, on frime un peu, mais derrière, on ne peut pas faire du business pérenne. Et aujourd'hui, la révolution, après j'arrête de parler, aujourd'hui, ce qu'on voit de la réaction de l'Union européenne, c'est quoi? C'est qu'on a un projet de règlement qui s'appelle DLT. On va encadrer le fonctionnement des protocoles blockchain. Et de l'autre côté, on a MiCA, le règlement MiCA. Ils ont 1 an et demi, ces 2 règlements. Ça veut dire quoi? C'est, vous voulez jouer à du crypto quelque chose? Ok, allez vous faire enregistrer à l'autorité des marchés financiers en France. Point.
Donc, une fois qu'on aura le contrôle sur les opérateurs, pour autant qu'ils respectent la réglementation, et comme toujours, on va en prendre un, on va le massacrer parce qu'il aura vraiment déconné plein pot, ou il se sera fait rincer parce qu'il aura fait n'importe quoi, mais quelle peut être la réaction législative ou de nos systèmes de droit? On ne va pas commencer à réfléchir pendant 107 ans sur des trucs qui aujourd'hui ne servent pas à grand-chose. Enfin, je veux dire, je suis très content pour les gens qui ont gagné des montagnes d'argent avec Bitcoin. Je suis très, très content pour eux. Mais enfin, le pauvre abruti d'Américain qui a été jeté son disque dur et qui a été faire les poubelles de son État pour essayer de retrouver le disque dur où il y avait sa clé privée qui lui permettait de récupérer ses Bitcoins qui étaient passés de 3 $ pièce à 10 000 $ pièce, bah, qu'est-ce qu'on peut rien faire contre la bêtise humaine non plus, quoi. Donc, à un moment, j'aime beaucoup ces débats juridiques, mais voilà, on va faire ce qu'on peut pour que nos systèmes, notre ordre social, notre ordre économique puisse fonctionner sans se mettre la rate au courbouillon pour des gens qui vont s'échanger des chats ou des singes qui ressemblent à rien sur leur téléphone moisi, quoi. Je veux dire, ça va. Alors, j'arrête de m'énerver, hein, ça y est, j'arrête. Sur la question des... je vais prendre un exemple plus concret d'utilisation. Si on prend l'utilisation qui se fait de plus en plus en matière immobilière, où justement on va diviser soit un immeuble, soit chaque appartement en NFT, on va diviser un appartement en plusieurs NFT. Et en fait, ici, c'est l'utilisation de la technologie au service économique de l'économie. C'est vraiment, chaque détenteur, donc pour résumer, chaque détenteur du NFT est donc titulaire, donc propriétaire d'une partie de l'appartement et va percevoir une partie donc des loyers versés par. Ici, on a vraiment une utilisation assez simple, assez concrète, assez basique de la blockchain. Est-ce que du coup, on peut pas envisager systématiquement une réglementation sectorielle, dire voilà, on n'encadre pas le NFT, on encadre l'utilisation de la blockchain dans cette configuration-là. On a donc une réglementation spécifique ici et en fait, que ce soit un NFT ou pas, on s'en fiche un peu parce que ça aurait pu être d'ailleurs un token totalement fongible. Qui est réparti entre les livres. Est-ce qu'on peut pas envisager ça plutôt que d'envisager des gros règlements pour d'ailleurs les règlements MiCA, je crois, ne prend plus en compte, n'encadre pas les NFT. Ils ont été exclus, sauf si on peut les requalifier d'autres choses, mais il me semble que MiCA n'encadre pas les NFT. Donc, comme quoi, on n'a vraiment pas cette volonté d'encadrer les NFT de manière globale. Donc, la question est, est-ce que ça poserait problème si on envisageait des réglementations sectorielles? Emmanuel Netter, je ne sais pas si vous avez une... Oui, je veux bien essayer de répondre à cette question, mais si je peux également aborder le sujet NFT dans son ensemble, parce que Marc-Antoine Ledieu a chargé Sabre au clair, enfin, il y est allé au napalm, si j'ai bien compris, mais ça me donne envie de me joindre à lui. Je ne sais pas tellement contre qui on se bat, mais j'ai envie d'aller tirer des rafales à ses côtés, ça a l'air sympa. Je voulais simplement dire que, d'abord, finalement, s'il y avait un thème récurrent sur cette journée, enfin sur cette séance, c'est que c'est du solutionnisme technologique à l'état pur, ce qu'on est en train d'évoquer avec le métavers, le Web3 et même avec les NFT, c'est-à-dire que le solutionnisme technologique degré 1, c'est imaginer que la technologie peut résoudre tous les problèmes de l'être humain, et le degré 2, c'est la technologie qui résout des problèmes que l'être humain n'avait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Les NFT, le Web3, ça répond à des problèmes que personne n'avait, mais ça prétend les résoudre. Ceci étant dit, les NFT, techniquement, on voit ce que c'est. Contrairement au métavers et contrairement au Web3, effectivement, si on le prend dans le sens jeton dans une blockchain, on identifie ce que c'est. À partir de là, je vais rester quand même plus prudent que ce que j'ai pu dire précédemment, s'agissant des défis juridiques que ça peut poser, parce que ça va vraiment dépendre des cas d'usage. À partir du moment où on vous dit simplement qu'il y a des jetons non fongibles inscrits dans un registre décentralisé, il y a des infinités de cas d'usage que je n'ai pas encore à l'esprit, qui vont peut-être se développer, et il est possible que certains mettent de vraies épines dans le pied des juristes, et aussi il est possible que certains aient une vraie utilité sociale. Ceci étant posé, les NFT ont, premier élément, les problèmes qu'ont les blockchains, de manière générale. J'essaie de dire à mes étudiants depuis longtemps que la blockchain, on n'en a que très rarement besoin. Si on regarde les choses un petit peu sérieusement et qu'on discute avec des informaticiens, une bonne vieille base de données centralisée, sécurisée, ça fonctionne, ça fait le café dans 99% des cas et même beaucoup plus. Donc quand je vois nos amis les notaires qui créent une blockchain des notaires, je leur pose la question, je leur dis normalement une blockchain publique, c'est quand les personnes qui vont écrire et lire dans la blockchain ne peuvent pas se faire confiance. C'est là que la technologie blockchain est intéressante. Si vous êtes tous des agents de confiance, et a priori vous êtes des officiers ministériels, vous devriez l'être, vous n'avez pas besoin d'une blockchain. Chaque notaire devrait pouvoir écrire et lire dans une base de données du notariat sans qu'il y ait besoin d'un protocole qui est fait pour se méfier les uns des autres. Ensuite, un des gros problèmes de la blockchain, c'est les oracles, parce que la blockchain, ultimement, ça reste un cahier dans lequel on écrit des choses. Mais pour savoir si ce qu'on écrit a un rapport avec le réel,
il faut quelqu'un qui fasse le lien. C'est ce que disait Marc-Antoine Ledieu avec les vérifications d'identité. C'est une forme de problématique d'Oracle que de vérifier l'identité de quelqu'un qui est en train d'écrire dans une blockchain. On ne sait pas qui c'est. Et puis très très vite, même pour des opérations immobilières telles que celles que Pierre Bordet mentionnait et bien d'autres, il faut accompagner ça avec des devoirs de conseil. On connaît ça très bien, nous les juristes. Il faut quand même vérifier que les gens comprennent ce qu'ils font. Il faut vérifier que l'opération leur a été suffisamment bien expliquée, qu'ils n'investissent pas leur argent n'importe comment et qu'ils ont bien saisi les risques auxquels ils s'exposaient. On voit bien en ce moment avec l'effondrement des crypto-monnaies que quand les gens ne sont pas conseillés, qu'ils n'ont pas compris dans quelles opérations ils se lançaient, ça peut être une catastrophe. Et là, on se heurte à un paradoxe, qui est que la blockchain et les NFT, c'est quand même conçu, je le disais en ouverture de cette table ronde, comme des instruments qui vont remplacer le droit dont on se méfie du droit, on se méfie de l'État, on va remplacer ça par la technique, et on s'aperçoit en réalité que la technique à elle seule n'est pas toujours sécurisante, et on veut remettre du droit là-dedans. Et forcément, ça aboutit un peu au mariage de la carpe et du lapin, et à des paradoxes, parce qu'on prend une invention qui était censée s'émanciper totalement du droit, et on essaie de la réglementer. Il y a forcément un moment où ça coince. Pour ce qui est des NFT, avec les cas d'usage qu'on observe régulièrement ces temps-ci, il y a quelque chose qui, je crois, n'a pas encore été dit, donc j'essaie d'ajouter cet élément à la discussion. Souvent, on dit que les NFT vont représenter des propriétés. Et je crois que Pierre l'a dit également en ouverture de cette thématique. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est faux. Si je reviens à la définition du droit réel, le droit réel est défini classiquement en droit civil comme un droit immédiat, c'est-à-dire sans intermédiaire, d'une personne sur une chose. Quand je suis propriétaire d'une chose, je peux en tirer les utilités sans avoir à transiter par un tiers. Si je dois transiter par un tiers, c'est que je suis en train, par exemple, de louer un appartement et que je n'ai qu'une créance contre le bailleur. Or, si vous regardez généralement les NFT, vous dépendez toujours de quelqu'un pour en tirer une utilité. Très souvent, pour les NFT artistiques, l'œuvre n'est pas dans le NFT parce qu'elle est trop lourde. Elle est hébergée sur un serveur tiers. Et tout ce qu'il y a dans le NFT, c'est un lien qui pointe vers un hébergeur. Si l'hébergeur décide d'appuyer sur le bouton off de son serveur, vous n'avez plus accès à l'œuvre. Si vous avez acheté le NFT d'un panier légendaire de Michael Jordan de la NBA, c'est la même chose. Je veux dire, pour profiter de cette œuvre, il faut que les serveurs de la NBA soient actifs. Les NFT qui représentent des éléments bonus dans des jeux vidéo. On est beaucoup en train de parler de ça. Il y a des sociétés autour de Blizzard, Activision qui sont en train de mettre beaucoup d'argent là-dedans. J'ai une épée plus 500 à Diablo. Ça devient NFT et ce NFT, on peut se le vendre entre joueurs. D'accord, mais le jour où Blizzard, même chose, modifie son jeu, et unilatéralement, ils peuvent le faire, modifie le code du jeu. Cette épée, elle peut avoir son utilité qui chute. L'équipe des personnages a été changée, cette épée ne sert plus à rien. Ou simplement, le jeu, au bout de 3 ans ou de 4 ans, n'est plus opéré. Régulièrement, on apprend que Nintendo, Sony arrêtent des serveurs et que certains jeux ne sont plus utilisables. C'est quoi votre propriété là-dedans? Où est-ce qu'il y a un droit de propriété? Pour moi, il n'y a pas de droit de propriété. Il y a au mieux une créance. C'est plutôt un droit de créance, avec une durée qui en réalité implicite, mais ce ne sera certainement pas éternel. Et donc, c'est un droit de s'adresser à un prestataire pour qu'il vous fournisse une prestation. Ce qui veut également dire que toute cette idée de décentralisation est totalement fausse. Vous vous reposez sur des géants en permanence pour tirer l'utilité de vos NFT. Et puis, en réalité, cette décentralisation, c'est une recentralisation sur d'autres acteurs. Dans le monde des NFT artistiques, on voit bien que OpenSea est aujourd'hui le nouveau GAFAM. On voit bien qu'en matière de crypto-monnaie, Binance est le nouveau GAFAM. En réalité, on n'a pas contourné les géants, on n'a pas arrêté d'avoir des géants, on a d'autres géants. Voilà, donc je trouve qu'il faut se méfier. Les NFT, ce n'est pas une qualification juridique en soi, il faut regarder ce qu'il y a dedans. La plupart du temps, dedans, il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir avant que je pose? Ah oui, Josquin. Alors, je viens pas du tout au secours des NFT ni rien, mais je vais juste poser une question qu'on n'a pas trop abordée, enfin des points qu'on n'a pas trop abordés et qui pourraient éventuellement avoir un intérêt, éventuellement, c'est le fait que toutes ces chaînes de blocs permettent de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait, que ce qu'on fait d'habitude, on est d'accord, mais avec une publicité. Puisqu'elles sont consultables par tous. Est-ce que ce point-là peut changer quelque chose, avoir un intérêt, transformer quelque chose? Alors, moi, Josquin, j'ai une manière de te répondre et je vais répondre aussi à Emmanuel Netter.
il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle, l'intérêt d'un protocole blockchain. Moi, donc, je le vois côté professionnel, user, qui va mettre à disposition du service. L'intérêt fondamental d'un protocole blockchain qui fonctionne, c'est qu'on n'a plus cette unité centrale d'enregistrement d'un fichier. L'information, elle est répartie sur des serveurs. Ce qui fait qu'en termes de fiabilité de stockage, c'est un progrès absolument gigantesque. Puisque si on admet que un registre de ce qu'on veut, de propriété, de relevé de compte, de n'importe quoi, se duplique instantanément avec une fiabilité extrêmement importante sur, alors je vais dire n'importe quoi, 25 nœuds, donc 25 serveurs, s'il y en a un qui tombe, ben, il en reste quand même 24 qui marchent. Et ça, en termes de fiabilité et de sécurisation du stockage de l'information, rien que ça, c'est un gain qui est absolument remarquable. Par contre, je vous rejoins, est-ce qu'on a toujours besoin d'un protocole blockchain quand on se transfère de l'information? Non. Mais quand vous voyez que les datas aujourd'hui circulent dans le monde entier, pas juste à cause du protocole web, mais que les informations circulent beaucoup, bah, c'est peut-être pas idiot de répartir son risque en termes de stockage, et même le coût du stockage s'est quand même effondré depuis des années. Okay, donc, si on met un serveur aux États-Unis, un serveur en Europe, un serveur, j'allais dire en Chine, mais non, c'est un mauvais exemple, au Japon et un autre en Amérique du Sud, hein, si vous arrivez à faire en sorte que vos backups, en réalité, que vos backups soient suffisamment bien faits, eh bien, en termes de sécurité des systèmes d'information, un protocole blockchain bien monté est un atout évident. Mais ça demande une capacité à voir autrement l'utilité de ce qu'est un protocole blockchain. Et je mets complètement de côté toute la partie token, NFT, blablabla. On va peut-être passer du coup à la dernière partie avant de revenir. On va revenir sur tous ces sujets-là. C'est fort passionnant. Oui, on va peut-être regarder que il est 18h52, donc pour ne pas trop déborder, on va prendre une dizaine de minutes pour peut-être remonter. Alors, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de discussion, on va les relayer. Mais je reviens tout de suite sur une question qui a été posée par... il y a eu des remarques et des questions, donc je vais donner priorité aux questions qui ont été posées un certain temps. Peut-être pour revenir un peu sur le métavers, alors je sais que nous ne sommes pas entre pénalistes, je ne suis qu'un misérable publiciste en plus, donc c'est vrai que je me sens particulièrement en danger sur cette thématique, mais pareil que les pénalistes sont des publicistes. Donc, des questions un peu convergentes de Zoé Félicie et de Tiffaine Bouglon. Je vais essayer de les fusionner, j'espère qu'elles me pardonneront, sur la question des... comment ça, j'allais le dire, misérable publiciste, il est désagréable, il m'envoie des blagues. Sur la question de l'agression sexuelle en ligne, des allégations de viol dans les métaverses, et notamment du rôle de l'avatar. Parce que finalement, les deux questions portent sur l'entremise de l'avatar et sur le côté immersif, donc en gros, la capacité des utilisateurs à ressentir le toucher grâce à des capteurs, grâce à des installations qui iraient au-delà finalement du casque VR. En gros, est-ce qu'à partir du moment où l'équipement numérique, l'équipement technologique permet d'avoir une sensation de toucher, de ressenti, donc concrètement une véritable immersion, est-ce que la logique finalement du raisonnement juridique devrait être modifiée? Voilà. En gros, est-ce que ce côté avatar nous permet de passer au-delà du simple cap du harcèlement, d'agression par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'autres plateformes, parce que finalement, c'est ce que nous disait Aurore Géraud, et moi je suis assez d'accord avec elle. Les problématiques qu'on se pose dans le métaverse sont peut-être les problématiques qu'on pourrait se poser dans cet échange Zoom et que l'on pourrait se poser sur des réseaux sociaux particulièrement interactifs. Donc, est-ce que, pour vous, si je devais résumer la question, il y a un seuil au-delà duquel on devrait véritablement se poser ces questions-là d'un point de vue technologique et dire « Ah ben là, on est vraiment dans autre chose que de la simple interaction via une plateforme de réseautage ». Je ne sais pas si quelqu'un en particulier souhaite répondre à ces deux questions du public. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je lis, comme beaucoup d'entre nous, et effectivement, je lisais les questions. Le sujet aujourd'hui qui anime beaucoup dans le métavers, c'est le viol. Mais moi, il y a un truc qui me frappe. J'ai deux gamins maintenant, dont un est même majeur. J'ai réussi à le soutenir jusque-là, c'est magnifique. Ils jouent depuis des années à des jeux de guerre extrêmement violents. Et dans les jeux de guerre, à un moment, ils sont donc aux commandes du soldat, du char, de l'avion, du bateau, de ce que vous voulez. Et là, c'est marrant, il y a quand même des poignées avec vibrantes, donc vous avez des sensations, machin. Ça, c'est marrant, ça n'émeut personne.
Et tout de suite, quand on va poser le débat en termes... Alors, c'est le plaisir de polémiquer, hein, bien évidemment, mais quand on voit la capacité de l'humain à reproduire... il y a un jeu quand même qui s'appelait Grand Theft Auto. On était quand même du côté des voleurs, des trafiquants et des machins, et on essayait d'esquiver la police. Ok, ça, moralement, finalement, ça touchait pas grand monde. Et puis, dès qu'on va toucher, par contre, aux mœurs, là, avec un phénomène... personnellement, je trouve très bien, où on va un peu libérer la parole pour que certains excès qui existent depuis des années se calment un peu, mais on focalise sur cette notion de viol dans le métaverse. Non, il n'y a pas que le viol, il y a des tas de trucs horribles, mais il y a plein de choses qui ne touchent personne. Voilà, c'est le plaisir d'être désagréable aussi. Est-ce que ça suscite d'autres réactions, Emmanuel ou Aurore? Aurore, je vous en prie. Bon, merci. Je voulais simplement préciser que j'avais déjà un petit peu répondu, je crois, aux questions qui ont été posées, mais avec une expression qui a peut-être pas été bien comprise, ou peut-être que j'ai parlé trop vite. J'ai évoqué le futur des combinaisons haptiques ou des retours haptiques. C'est précisément un mot qui signifie ressentir par le toucher et interagir par le toucher. C'est déjà quelque chose qui se développe effectivement avec les manettes de la PlayStation 5, etc., qui a aujourd'hui des retours haptiques sophistiqués et qui va peut-être déboucher plus tard sur une interactivité tactile très poussée. Mais je répondrai assez simplement, toujours en essayant de plaider pour ne pas susciter de droits nouveaux si ça n'est pas absolument nécessaire, qu'on peut essayer de se servir des incriminations existantes. C'est-à-dire que si via un dispositif technique à distance, on arrive à un acte de pénétration sexuelle pour le viol ou à des attouchements sur le corps qui ont une connotation sexuelle parce qu'il y a un contexte et qu'il y a une intention, parce qu'il faut une intention pour que ces incriminations-là puissent être retenues à l'encontre de la personne, alors dans ce cas, on peut appliquer les incriminations telles qu'elles existent actuellement, me semble-t-il. Je n'y vois pas d'obstacle. Dans la manière dont l'incrimination de viol est libellée, il s'agit d'imposer une pénétration sexuelle à quelqu'un. Rien ne dit que ça ne peut pas se faire à distance. C'est-à-dire que si vous arrivez à prendre le contrôle, on est dans un film de science-fiction là, mais d'une machine, d'une sorte de robot. Imaginons que dans la maison, il y a un robot qui ressemble à un androïde, vous arrivez à le pirater, à en prendre le contrôle et vous imposez une forme de pénétration sexuelle à quelqu'un qui vivait dans cette maison. Bon, évidemment, pour moi, ce sera un viol. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, je ne vois pas vraiment de rupture intellectuelle complète dans la manière d'envisager cette question dans le métavers. Parce que hors du métavers, ça peut se produire aussi. Vous voyez, finalement, si on arrive un jour à faire en sorte qu'une automobile Tesla que vous conduisez vous agresse tactilement et qu'on le fait avec une intention sexuelle, l'incrimination pourra être retenue. Et le fait que ce soit une Tesla et que ce soit hors métavers n'y changera rien. Voilà, je commencerai par raisonner comme ça. Mais je vois que la discussion continue à côté. Je reprends des questions. Il y a Aurore qui voulait réagir, il me semble d'abord. Je voulais juste réagir sur l'aspect technologique. En fait, on en est très très loin. Tu parlais, Emmanuel, des parties haptiques. On en est très très loin. Faut être aussi totalement honnête d'un point de vue technologique. Les combinaisons haptiques, il y en a très peu qui sont commercialisées à ce jour. Celles qui sont commercialisées ou alors qui ne sont pas intégrées entièrement, elles sont utilisées pour des personnes en situation de handicap. Donc, elles ont un côté positif dans le sens où c'est de l'interaction avec de l'immersion, parce que je ne veux pas jeter entièrement le métaverse, les NFT, etc., à la poubelle, parce que j'estime qu'il y a un intérêt véritablement technologique, finalement, pour notamment d'accessibilité. Mais tout ce qui est VR, c'est pareil, on n'y est pas, en fait. Il y a des gens qui ont des casques VR, mais le degré d'accès actuellement, il est extrêmement limité entre le prix d'entrée pour avoir ce type de casque, plus la motion sickness, le fait d'avoir la nausée important, c'est des considérations qui, je pense, n'arriveront pas avant peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, mais qui seront finalement, on revient exactement à ce qu'on disait, les mêmes, c'est exactement, on réinvente rien, on est sur le même droit qu'on a actuellement et on est sur les mêmes droits qu'il y a sur les réseaux sociaux, en fait. Alors, je reprenais ce que disait Zoé Félicie dans le chat, justement, parce que sur ce dont vous parliez, elle disait, je reprends les propos, la différence, peut-être, c'est la question du consentement. On joue à un jeu de guerre en sachant qu'on va mourir, et dans un MMO qui n'a pas du tout pour objectif de proposer ce genre d'interaction, certains utilisateurs ont détourné les différentes interactions offertes par le jeu pour simuler un viol. Et c'est là où on a deux questions différentes. C'est qu'on a la question, en droit pénal, on a l'interprétation stricte de la loi, donc s'il n'y a pas pénétration, de toute façon, il n'y a pas de viol. Donc, on aura éventuellement une autre
une autre qualification, agression sexuelle ou de toute façon harcèlement en ligne, etc. Donc on a, comme vous l'avez très bien dit avant, des éléments, des infractions qui sont déjà qualifiables. Mais on a aussi, à mon sens, le problème, c'est ce qu'elle soulevait, je pense aussi, la question de la représentation de l'acte. Comment est-ce qu'on décide de faire évoluer le droit pour prendre en compte cette représentation? Et je vais prendre un autre exemple parce que je voulais énoncer tout à l'heure. Une psychologue parlait effectivement elle était certaine que des enfants vont naître dans le métaverse entre deux avatars qui vont donc procréer et ça va créer un enfant virtuel. Donc là, évidemment, là on se dit aucune problématique nouvelle, ça va être la question de la propriété de l'enfant, c'est un objet virtuel, donc il n'y a pas de question matrimoniale. Mais en fait, peut-être que si, dans le sens où, après, c'est une question du système juridique pour évoluer et de se dire, de prendre en compte la question de la paternité, de la maternité dans le métaverse. Donc, en fait, est-ce que, si tout le monde est d'accord pour prendre ça en compte, alors peut-être pas comme une filiation traditionnelle, mais prendre ça en compte comme une filiation virtuelle, et effectivement, pourquoi pas? Est-ce que vraiment c'est impensable? C'est ça aussi, juridiquement, est-ce qu'on a atteint une limite? Oui, Emmanuel? Si on en reste au stade de l'analyse où l'enfant dont il est question n'est qu'un concept. Parce que pour moi, c'est ça n'est qu'une idée. En quoi est-ce que c'est différent? Je regarde Stranger Things en ce moment, je ne sais pas si d'autres regardent cette série. Si dans les années 80, il y a des joueurs qui font une partie de Donjons et Dragons qui s'étend sur des années et que dans cette partie imaginaire de Donjons et Dragons, deux personnages ont un enfant, ça crée aucun droit particulier pour eux, ça n'est qu'une histoire. Je pense qu'on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire que si dans un jeu vidéo, des gens ont un enfant de jeu vidéo, il n'y a pas à impliquer le droit de la famille là-dedans. Éventuellement, si la manière dont ensuite cet enfant virtuel est torturé par l'un des deux sous les yeux de l'autre, ça crée une forme d'agression psychique, alors on traitera ça avec le droit pénal des agressions immatérielles, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Mais pour moi, il n'y a pas à mêler le droit de la filiation, le droit de la famille, ni de près ni de loin à ce genre d'histoire. En fait, c'est la même chose qu'avec la représentation, la discussion a eu lieu sur la colonne de droite de l'écran, la représentation du viol. Je fais la différence avec ce que j'ai dit précédemment. Si là, il n'y a aucune forme d'emprise sur la chair, et que c'est simplement une représentation traumatisante pour celui qui la reçoit, il y a des incriminations qui sont faites pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas trop mélanger les concepts et représenter le viol d'un tas de pixels par un autre tas de pixels, éventuellement hyper réaliste. Ça peut attaquer la psyché des gens, mais ça n'est pas un viol au sens où on l'entend. Je crois qu'il ne faut pas trop mélanger les choses de ce point de vue-là. Ce serait affaiblir les concepts nécessaires que de les utiliser dans des hypothèses pour lesquelles ils ne sont pas prévus. Je me permets de faire juste une remarque à Emmanuel Leder. Je souscris bien sûr avec ce qu'il dit, mais Emmanuel, si vous continuez à parler comme ça, on ne fera jamais le buzz. On ne va jamais faire le buzz. Donc ça ne va pas du tout. Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de moi, vous savez pourquoi. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Alors, effectivement, il y a Pierre Klimt, alors j'ai enlevé mes lunettes, mais oui, c'est ça, Pierre Klimt qui dit alors on pourrait essayer de faire un enfant comme ça dans le métaverse et on le ferait authentifier par NFT. Non, mais c'est tout à fait dans l'esprit ce qu'on se dit. Cette plaisanterie lancée à la cantonade faite, en fait, il y a un truc qui me surprend beaucoup, c'est qu'on parle régulièrement de droit pénal depuis qu'on a évoqué le Web 3.0, le métaverse, les NFT, machin. Et j'avoue que avançant dans ma pratique professionnelle, je suis surpris par la capacité de notre droit pénal français. Là, je vais rester sur l'Hexagone. En fait, on a un droit pénal qui permet, dans l'immense majorité des cas, de très bien appréhender tout ce qui se passe dans le numérique. Pas que dans les univers virtuels, mais dans le numérique. La grande révolution qu'on a eue en droit pénal, ça a été la loi Godefroy. On avait quand même besoin d'une qualification d'accès, maintien frauduleux dans un système de traitement, je te l'empêche de fonctionner, machin. Depuis qu'on a eu ça, ok, on a eu des petits délits mineurs, on a eu le doxing l'année dernière, super. Bon, c'était vraiment un truc très particulier qui visait une hypothèse qui est très particulière, mais en fait, on voit que, par exemple, le phénomène des crypto-lockers, qui est quand même un fléau absolument mondial, on a découvert qu'en France, c'était l'extorsion. On a peut-être des problèmes de preuve, des problèmes d'identification, des malfaisants, des délinquants, des criminels, bref, ok. On a d'autres problématiques, mais en fait, notre code pénal est pas si mal fait que ça. Et aujourd'hui, j'espère que le législateur, que ce soit en civil, en commercial et compagnie, va pas trop se bousculer pour essayer encore de nous inventer des trucs, parce que ça commence à être compliqué à gérer pour ceux qui
qui pensent le droit, comme vous qui êtes universitaire, moi je suis pas plaidant, ça va encore. Bon, à ceux qui plaident, à un moment, il faut qu'ils se tiennent au courant. Mais même quand on fait des contrats entre ce que nous pond l'Union européenne, nos députés qui ont des idées de temps en temps, on ferait mieux de leur dire allez boire un coup, ça vous détendrait, et nous ça nous permettrait de bosser sereinement. Mais si on veut bien le prendre sur le socle le plus dur, qui fait quand même une sorte de contrat social, qui est la partie pénale. Moi, je suis frappé, de plus en plus, je reviens aux fondamentaux du droit pénal, y compris dans mes contrats, pour expliquer à mes clients, ça c'est oui, ça c'est non, là il y a un vrai problème. Je ne parle pas du délai de paiement à 30 jours et si je te fais un peu ci, les problèmes de preuve, mais vraiment, dès qu'on va toucher notre ordre social, les vrais problèmes, le viol par exemple, voilà, des trucs où à un moment on rigole pas, on regarde notre droit pénal qui n'est pas si mal fait que ça. Et ça c'est un phénomène qui me frappe beaucoup. Je reviens de plus en plus au droit pénal dans ma pratique de business, des contrats. Je cite les articles du code pénal parfois dans mes contrats pour dire à tout le monde, là, on arrête de plaisanter. Le secret des correspondances, c'est protégé par le droit pénal. Le machin, c'est du droit pénal. Je cite les articles. Et c'est marrant, quand je fais ça, tout de suite, ça coupe court à beaucoup de débats moisis dans les contrats. Donc, je parle vraiment là où, à un moment, on est sur un enjeu financier, on signe pas, on va faire ci, on va faire ça. Dès qu'on sort l'argument de droit pénal et qu'on a un peu de bon sens et qu'on voit que ça va se passer comme ci, comme ça, c'est marrant, ça calme tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une toute dernière question et on va donner ce privilège à Josquin avant de clore, parce qu'il est 19h06 et on a promis qu'on vous libérerait avec juste tout au plus quelques minutes de retard. Donc, Josquin, peut-être une dernière question, si possible, pas trop longue. Et tu peux même choisir la personne qui te répondra avant que nous puissions clore cette discussion extrêmement riche. Ça serait une question ouverte, sans l'adresser à quiconque en particulier. C'est plutôt essayer de comprendre comment, puisque si apparemment tout l'appareil juridique est suffisant, ou en tout cas, sauf découverte majeure d'ici 2-3 minutes, il l'est. Est-ce qu'on a redécouvert un appareil juridique qu'on a su adapter? Parce que il y a 40 ans, on condamnait des gens pour vol d'électricité quand ils allaient dans des bases de données auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Du coup, là, c'est de la compréhension par le juge de son propre droit dans un nouveau contexte qui a évolué, ou est-ce que c'est cette règle de ne pas étendre de façon non nécessaire le corpus juridique qui a prévalu? Est-ce qu'on a forcément essayé forcément d'associer des choses existantes à ce qui apparaissait et ce qui était a priori nouveau? Est-ce que l'ancien répond à tout? Est-ce qu'en 40 ans, en fait, on a changé notre façon de répondre au nouveau avec les armes anciennes qu'on a, ou les armes existantes en tout cas? Finalement, sur une question qui est totalement chère à Emmanuel Terre, c'est la question de l'adaptabilité du droit. Peut-être Emmanuel, si tu veux commencer, puis si ensuite... J'ai l'impression d'avoir déjà abusé du temps de tout le monde, mais bon. Je vais oui, faire vite. Peut-être brièvement, vraiment, pour qu'on puisse clore en 2 minutes. Oui, il me semble que là-dessus, finalement, la lenteur du système juridique qu'on lui reproche souvent peut être une qualité, peut être une vertu. C'est-à-dire que quand une question nouvelle se pose, les premières ressources dont on dispose, ce sont les ressources de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est au juge, avec des textes qui n'ont pas encore pu changer par hypothèse, parce qu'on n'a pas eu le temps de les changer, c'est au juge d'essayer de trouver des solutions en utilisant des concepts qu'il connaissait déjà, quitte à les infléchir un petit peu. Et je crois que très souvent, on y parvient. Et je prends souvent cet exemple des réseaux sociaux pour lesquels on a pu utiliser beaucoup de concepts qui datent de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et c'est vrai que diffuser une rumeur diffamatoire, ça peut se faire par des cris dans la rue, mais ça peut aussi se faire en repartageant un tweet ou un post Facebook. Et là-dessus, l'adaptation des concepts a été relativement facile. En revanche, lorsqu'il s'est agi de régler le sort des plateformes comme Facebook, on s'est aperçu que les statuts préexistants ne convenaient pas. On s'est aperçu que Facebook, ça n'est pas une télévision ou un organe de presse écrite
pour lequel il pourrait y avoir la responsabilité d'un éditeur ou d'un rédacteur en chef, et qu'il fallait donc un régime totalement différent, où il n'y aurait une responsabilité qu'a posteriori sur signalement en l'absence de réaction dans un prompt délai, etc. Et là, on a inventé, et on l'a fait peut-être en traînant un petit peu, mais on l'a fait à un rythme qui m'a semblé raisonnable. Voilà, je pense comment réagit le droit. Il commence par essayer de se servir de l'existant, et c'est intellectuellement plutôt sain, comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui. Oui, Marc-Antoine, vous aurez le mot de la fin? Non, je n'aurais pas cette prétention. Ce qui me frappe beaucoup dans l'univers des juristes, c'est que pour bien comprendre ce qui se passe dans cet univers numérique, il faut avoir des connaissances techniques. Si on a un peu ces connaissances techniques, on comprend un peu comment ça marche, on va regarder dans ce qu'on appelle, nous, le droit commun. Alors, le droit commun, c'est pas que les prisonniers qui vont en tôle, c'est le droit général. Non, mais c'est souvent une expression qui n'est pas bien comprise par des gens qui ne sont pas des juristes. Le droit commun, c'est le droit qui va s'appliquer à tout le monde. On connaît nos règles de droit, il faut comprendre un peu le numérique, et on voit quand même assez souvent, ça match. Bon, alors DMA, DSA, Emmanuel Netter, vous avez raison, à un moment, il faut inventer de nouvelles règles, c'est vrai. Merci l'Union européenne d'ailleurs, je suis vraiment un Européen convaincu pour ça. Mais dans leur immense majorité, si on arrive à bien comprendre, et c'est le problème des juges, c'est que nos juges ne sont souvent pas formés, malheureusement, à la connaissance technique de tous ces machins quand même bizarres et compliqués. Je veux dire, le Bitcoin, c'est pas évident. Je peux expliquer le Bitcoin en 10 minutes. Enfin, quand un juge a un pouvoir pénal derrière, qui a le pouvoir quand même de mettre en tôle des gens, c'est pas en 10 minutes qu'on va lui expliquer le Bitcoin. Une fois qu'il a compris la mécanique technique du truc, si on arrivait à bien former nos juges, je pense qu'on n'aurait pas tellement besoin que ça de modifier notre droit profondément. Mais il faut, je vais vous faire un parallèle pour ça. J'ai un de mes gamins récemment qui me dit « Papa, je suis geek ». Je dis « Ah bon, et t'es geek comment ?» Il me dit « Regarde, je sais installer des applications sur mon iPhone. » Voilà. Et oui, mais c'est ça le vrai problème, c'est que les gens, beaucoup d'entre nous, on croit qu'on a compris et qu'on sait, alors que c'est pas vrai. Quand on maîtrise un peu cette technique, là, on est ensuite capable d'appliquer nos concepts de droit commun, d'en revenir à ce droit commun. Et le droit des contrats, pour ça, est très, très adapté à ce qui se passe dans l'univers du numérique. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle conclusion. Oui. Ouais. Parfait. Bon, je crois qu'il est temps que nous vous libérions. Il est très clairement l'heure du repas. Écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a de quoi discuter pendant encore quelques mois sur ces différentes thématiques. Et je ne peux qu'encourager toutes les personnes qui ont suivi cette conférence en direct ou en différé à lire les écrits, les rapports, écouter les podcasts des personnes qui ont accepté de participer à cette conférence. Merci franchement à toutes et à tous. Je pars de cette conférence avec beaucoup plus de questions que de réponses. Je crois que c'était un peu le but, mais on a au moins fait du debunking et c'était aussi ça le but, c'était de démystifier certaines notions. Donc, et puis évidemment, je remercie Pierre Bordet avec qui nous avons réfléchi à organiser cette conférence. Pierre, je sais pas si tu souhaites ajouter. Merci à tous également, merci à ceux qui nous ont suivis, merci à tous les intervenants, c'était vraiment passionnant. Je pense que si on devait tout résumer sur ce webinaire, c'était que le droit permet d'avoir les pieds sur terre et d'arrêter de fantasmer un petit peu et de voir ce qu'on est obligé, on est obligé d'encadrer tout ça, mais de manière assez raisonnée et raisonnable. Donc merci encore à tous et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour répondre aux nouvelles questions qu'on a. Rendez-vous dans 3 mois du coup. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.